Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Isilorio Massarini, soutienere di forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier que je qualifierais de sensible, celui concernant les sectes. Notre région n'est pas à l'abri des mouvements sectaires, quels qu'ils soient, bien au contraire. Vous allez le constater à travers cette émission que nous avons préparée avec toute mon équipe. Les sectes sont bel et bien présentes dans tout notre grand Sud. Alors autour de moi, pour évoquer ce fléau, plusieurs représentants de l'association ADFI, Association pour la défense des familles et des individus. D'abord présent dans le studio, le président de l'ADFI Toulouse, Gérard Fodor, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints, malgré cette chaleur suffocante. On supporte. Bon, très bien. Nous rejoindrons tout à l'heure vos homologues de Bordeaux et de Montpellier, Martine Nicolas pour Bordeaux et Jean-François Autant qui est votre homologue à Montpellier. Ainsi, nous aurons une vision assez complète de la carte géographique des sectes de notre Grand Sud. Nous avons également présent dans notre studio Thierry Lamotte qui est, alors comme on dit, doctorant, hein, c'est ça Thierry Lamotte, bonsoir. Ou thésard. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer une thèse, un doctorat en psychologie clinique qui a pour thème cette thèse. Alors ça a pour thème les sectes totalitaires, comme on dit, fondées par des psychotiques. Voilà. C'est relativement précis. Oui, comme toutes les thèses. Et là, vous nous parlerez notamment du célébrissime, malheureusement, Ron Hubbard. Ron Hubbard, voilà. Voilà, qui était un psychotique. Un paranoïaque notoire. Bien, parfait. Donc nous en parlerons. Alors, c'est la scientologie dont on va parler. Voilà, l'église de la scientologie, qui a été classée comme groupe sectaire par un récent rapport parlementaire. Bien entendu, tous mes invités sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou écouter vos remarques, vos témoignages. Si vous avez eu à souffrir d'un mouvement sectaire, vous pouvez nous appeler. Aurélie est au standard, elle vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300. Ça c'est pour le standard. Également, vous pouvez nous envoyer vos SMS. C'est très simple, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre réaction ou votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle. Même si vous appelez au 0826 300 300, on vous rappelle, bien entendu. Le prix de la communication, c'est pour nous puisque vous êtes nos invités. Donc, SMS, vous tapez Sud, un espace, votre question, réaction, numéro de téléphone et vous envoyez le tout au 71 200. Gérard Fodor, on va commencer avec vous. Donc, je le rappelle, président de l'ADFI à Toulouse. Nous rejoindrons après, tout à l'heure, vos homologues de Montpellier et de Bordeaux. On va commencer par planter le décor et avec peut-être ce qui est de plus difficile à faire, c'est la question peut-être la plus compliquée mais la plus simple en même temps. Qu'est-ce qu'une secte exactement? Est-ce que on a une définition de ce qu'est une secte ou un mouvement sectaire? Alors la question existe depuis pas mal de temps. Beaucoup de personnes ont essayé de répondre. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une définition, qui fasse l'unanimité dans la secte. Je pense qu'on reviendra plus tard dans le débat sur la dernière loi qui est une approche juridique intéressante. Et je pense qu'un de nos correspondants pourra développer ce sujet. Mais je crois que ce qui ressort d'un groupe sectaire avant tout... Personnellement, je dirais qu'avant tout, c'est une organisation qui a une caractéristique totalitaire et ça rejoint un petit peu les soucis de notre doctorant. Parce que c'est une caractéristique sur lesquelles toutes les personnes qui ont essayé d'approcher une définition de la secte se sont mis d'accord. Là, tout le monde est d'accord pour dire une secte, c'est avant tout un groupe qui fonctionne selon un mode totalitaire. Plus ou moins apparent, certes, mais toujours totalitaire. Ce qui caractérise déjà son danger essentiel. Oui, tout à fait. Alors, avant que vous nous expliquiez un petit peu les mécanismes de fonctionnement d'une secte, son mode de recrutement, est-ce qu'il y en a beaucoup dans notre Grand Sud?
Ah, ça c'est une question que l'on nous pose régulièrement. Je crois que dans la région, urbaine et à Toulouse en particulier, on retrouve, j'allais dire à peu près, c'est une bonne image de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Sur certains aspects qui touchent aux nouvelles sectes, aux groupuscules qui naissent actuellement, qui touchent le marché du mieux-être, je crois que Toulouse se place très très bien pour des raisons propre à son développement, au brassage de population, au fait que le Sud attire quand même beaucoup de gens, évidemment. Beaucoup de gens, c'est plus agréable de vivre dans le Sud. Évidemment. En plus, il y a un arrière-pays qui est intéressant. L'Ariège, c'est accueillant. L'Aveyron aussi. Donc, à Toulouse, il y a fort à faire, je crois, de ce côté-ci. Mais on retrouve bien sûr les grands classiques, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire les grands classiques. C'est-à-dire la scientologie pour les témoins de Jéhovah, les Raéliens, la Nouvelle Acropole, la Soga Cacaille, tous ceux qui sont retrouvés épinglés par les deux rapports parlementaires qui ont été produits en 96 et en 99. La liste n'est pas exhaustive, évidemment. Non, pas du tout. C'est une liste qui était une image, une photographie d'une époque. Je crois que, sans trop rentrer dans le détail, il y avait 173 groupes qui avaient été identifiés en 1995. Aujourd'hui, on en compte plusieurs centaines. Certains disent même 700, 800. Enfin, je pense que alors la taille n'est pas la même, et la structure n'est pas la même. Je pense qu'on va revenir là-dessus. C'est effectivement la structure est différente, mais il y en a beaucoup plus. Alors à Toulouse, est-ce que vous avez beaucoup d'appels de gens qui viennent demander des renseignements? D'ailleurs, j'en profite pour donner un élément essentiel pour ceux et celles qui nous écoutent pour avoir plus de renseignements concernant les sectes. C'est votre site internet unadfi.org. Et là, on a sur ce site internet toutes les informations, toute la documentation nécessaire, et puis évidemment tous les numéros de téléphone de toutes les antennes de l'ADFI, que ce soit à Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou ailleurs, évidemment, Marseille, toutes les régions de France. Il y a actuellement 25 ADFI en France, qui sont des entités juridiques. Alors, Gérard Fodor, vous avez combien d'appels, bon an, mal an, on va dire, à Toulouse? Alors, dans les statistiques que nous faisons, nous en avons un bon millier, de façon irrégulière. C'est pas toujours, c'est pas réparti dans le temps, mais un bon millier qui nous place dans la moyenne des ADFI. Ce qu'on peut dire, c'est que la nature des appels a beaucoup évolué. L'ADFI de Toulouse existe depuis 1993. Si on remonte un petit peu en arrière, les personnes qui ont connu cette ADFI-là, à l'époque, les appels étaient essentiellement tournés vers les grandes sectes. C'était concerné la scientologie, les témoins de Jéhovah, toutes celles qui se sont retrouvées en premier plan dans les rapports parlementaires. Aujourd'hui, beaucoup moins. On a quasiment plus d'appels sur ces sectes, sauf lorsqu'il existe des procédures particulières, en particulier lorsqu'il y a un couple témoin de Jéhovah qui est déchiré, ou il y a des problèmes de garde d'enfants. Là, à ce moment, on est interrogé à ce sujet. Mais sinon, la plupart des appels portent plutôt sur les groupes émergents. Ce qui apparaît que on ne sait pas encore exactement où ça va. Alors, Gérard Fodor, là, vous êtes en train de nous dire que la communication au niveau national est plutôt bien passé finalement. Donc parce que les gens ne vous appellent plus pour vous demander c'est quoi l'église de Scientologie, c'est quoi les Raéliens, c'est quoi. Non, ça ils le savent à peu près. Même s'ils ne le savent pas en détail, ils savent que c'est dangereux. Tout à fait. Non seulement on a de plus en plus un public qui nous appelle, j'allais dire pas en connaissance totale de cause, mais enfin ils ont un petit peu déjà ciblé leur appel. Mais en plus, ce que je peux ajouter, c'est que parmi les appels que nous avons, de plus en plus d'administration nous appellent. C'est-à-dire de personnes qui ont un rôle social, qui nous appellent dans le cadre de leur fonction pour avoir une information. Ça ne veut pas dire pour autant que nous leur donnons nous leur imposons un point de vue. C'est une information que l'on communique. Il est bien évident que ces gens-là sont libres dans le cadre de leur administration, de leur fonctionnement, d'agir comme il se doit. Par exemple, une association loi 1901 les contacte pour demander le prêt d'une salle ou un truc comme ça, et puis ils disent il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, donc ils vous appellent pour vous demander si... Comme ils ont accès parfois au statut, ils trouvent dans les statuts quelque chose qui les choque, ils nous posent la question si ça correspond à des critères
sur lesquels on a déjà nous recueilli quelques informations. Oui. Alors, dites-moi à peu près comment on va prendre peut-être les grandes sectes. À vous de voir comment est-ce que ça fonctionne. Il y a différents modes de fonctionnement, mais il y a toujours un personnage qui est le haut de la pyramide, je dirais. Le gourou. Oui. Le gourou, ou la gourelle. Ou la gourelle. Je ne connaissais pas le féminin de gourou. Disons, bon, c'est controversé, mais enfin, ça. Bon, on l'entend parfois. Alors, acceptons la gourelle, d'accord. Oui, alors, en haut, c'est le représentant. Comme on verra tout à l'heure avec Thierry Lamotte, c'était Ron Hubbard pour l'église de la Scientologie. Tout à fait. Le gourou, ou une autorité qui peut représenter le gourou. Je prends l'exemple des témoins de Jéhovah. La notion de gourou aujourd'hui chez les témoins de Jéhovah n'est pas aussi présente qu'elle l'était au début de leur histoire. Ouais. Quand on regarde l'histoire des témoins de Jéhovah, au début, ils avaient effectivement une succession de présidents, comme ils appelaient, qui étaient des véritables gourous. Ouais. Aujourd'hui, cette notion de gourou s'est fondue dans un comité, dans une sorte de directoire au fonctionnement assez trouble quand on examine de l'extérieur, hein, mais qui a rigoureusement le même rôle, c'est-à-dire qu'il est basé à Brooklyn et toutes les décisions viennent de là. Ouais. D'accord. Donc on retrouve de toute façon ce système pyramidal. Ouais. Hein. Quelles sont les sectes les plus importantes en France? Est-ce qu'on en a une idée de ça? Les plus importantes en nombre, je dirais. En nombre d'adeptes. Ce sont les témoins de Jéhovah qui viennent en tête. Ce côté-là, on ne leur conteste pas la première place. Hein, d'autant plus que c'est la seule secte pour laquelle on pense avoir des renseignements fiables, parce qu'ils publient eux-mêmes des rapports, donc on arrive à les suivre. D'accord. Hein, donc c'est eux qui viennent largement en tête. Après, je pense que la scientologie doit être pas très loin. Enfin, là on n'a pas de. C'est pas facile d'avoir une idée exacte, parce que ce que les sectes en disent, c'est une chose, et évidemment. Et puis on constate pas tout, on n'est pas. Ouais. Les raéliens sont-ils nombreux dans notre région? On pense qu'ils sont en décrépitude, si on peut. Ouais. Mais ils sont toujours présents à Toulouse. On a une petite minorité assez forte. Est-ce que c'est le reliquat d'Albi? Parce qu'Albi, ils ont eu pendant quelque temps un centre qui était très important. Oui. On a un petit noyau dur. Les Raéliens se caractérisent surtout par des actions au coup de poing qui sont très voyantes. Ils ont le sens de la pub, ils ont le sens de la provocation. Ouais. Hein. Là, ils sont très forts, et ils ont maintenu un petit peu ce mode de fonctionnement qui fait partie de leur culture. Oui. Et en ce qui concerne la Nouvelle Acropole, par exemple, qui est présente également. La Nouvelle Acropole est très présente. Je pense que tous les Toulousains doivent remarquer, place Wilson, les petites affichettes jaunes qui les invitent à des tas de conférences à nature philosophique. Bien sûr, sur le mystère des Égyptes, sur les philosophes, etc. Ce qui permet justement de souligner le côté de fonctionnement d'une secte, qui est d'abord tout un masque. La secte, quand elle vient vers vous, elle utilise un masque qui correspond à un message qui va accrocher le public. Ouais. La Nouvelle Acropole, c'est une façon de faire croire aux gens qu'ils vont apprendre la philosophie. Et quand on y va, on s'aperçoit que c'est tout autre chose. Et alors, justement, entrons peut-être un petit peu plus dans le fonctionnement de cette secte, puisque vous en avez parlé, la Nouvelle Acropole. Il y a ces petites affichettes. On arrive dans un lieu, j'imagine, pour assister à une conférence. Et après, ça se passe comment? La dérive se passe de quelle manière? Alors, je vais résumer. La Nouvelle Acropole, d'abord, en général, ils commencent leur cycle au mois de septembre, où ils ont une première conférence qui propose leur programme, et là, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Bien sûr. Après, les premières conférences sont relativement pas, ça doit être de 8 à 10 euros, je pense, l'entrée. Mais ensuite, il y a bien sûr une progression, et là, il y a des filtres assez puissants qui font que on ne peut accéder aux conférences ultérieure que si on est agréé. D'accord. Il y a un filtre assez puissant. C'est pas n'importe qui. Hein. Et à la limite, on a eu des exemples où les personnes pouvaient être récusées en disant non, vous n'êtes pas éligible à tel type de choses. Enfin, bien entendu. Très bien. Vous restez avec nous, Gérard Fodor, Thierry Lamotte. Une première pause. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Aurélie est là pour recueillir toutes vos réactions, tous vos appels, vos témoignages également. 0826 300 300. Vous pouvez appeler également par SMS. Nous envoyer un message par SMS. Vous tapez le mot SMS
SMS, vous laissez un espace, vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre réaction, le tout au 71 200 et je serai votre porte-parole. Dans quelques minutes, nous allons essayer de décortiquer une secte. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils recrutent et quels sont les pièges qu'il faut absolument éviter? Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Adios Lepido Juanes sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons des sectes dans notre grand Sud avec nos invités Gérard Fodor qui est le président de l'antenne de l'ADFI, l'association pour la défense des familles et des individus à Toulouse. Gérard Fodor, une précision? Oui, dès qu'on vous aura ouvert le... Pas antenne de l'ADFI, de l'ADFI. L'ADFI. Pyrénées. Parce que nous avons aussi des antennes qui sont des petites structures qui n'ont pas la capacité juridique, mais qui dépendent d'une ADFI. Nous sommes autonomes, nous avons une capacité juridique. Très bien, parfait. Nous avons un SMS qui vient juste d'arriver, qui dit « J'ai été pris par une secte et j'accepte de témoigner ». Il s'agit d'une personne donc qui nous a laissé son numéro de téléphone. Aurélie va la contacter tout de suite et nous aurons peut-être son témoignage tout à l'heure. Alors je disais donc Gérard Fodor, président de l'ADFI, non pas l'antenne, mais l'ADFI à Toulouse. Je vous rappelle que tout à l'heure, Montpellier et Bordeaux viendront nous rejoindre et Thierry Lamotte qui est en train de préparer une thèse, un doctorat en psychologie clinique sur donc les sectes. Il interviendra tout à l'heure sur l'église de la Scientologie et Ron Hubbard. Il nous décrira un petit peu le personnage qui est décédé, Ron Hubbard, je crois. En 86. En 86, d'accord. Donc on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Fodor. La Nouvelle Acropole, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc on sait que, pour prendre l'exemple de Toulouse, et j'imagine qu'à Montpellier ou Bordeaux, ça doit être à peu près la même chose, ou Nîmes ou ailleurs où ils sont présents, il y a des petites affichettes qui proposent des conférences tout à fait alléchantes, philosophiques, ouvertes, gentillettes, sympas et tout, et après ils font un tri, un choix très précis des individus qu'ils autorisent à aller plus loin, c'est-à-dire à rejoindre des cercles de plus en plus fermés. C'est ça leur fonctionnement. C'est ce que nous constatons, oui. Il y a une sélection assez forte, et que seules les personnes éligibles acceptent au rang supérieur. On retrouve aussi dans les autres sectes. On retrouve. C'est le même type de phénomène. Chez les Raéliens, chez les témoins de Jéhovah, chez les scientologues peut-être aussi. Je sais. Oui. Il y a des tests en permanence. Exactement, oui. On retrouve. Mais chez la Nouvelle Acropole, c'est assez... Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été classés comme sectaires par les différents rapports parlementaires? Bien, quand on examine un petit peu ce qui se passe, bien, on peut dire une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé que le dénominateur commun de toutes les sectes c'était des organisations totalitaires. La Nouvelle Acropole, carrément, est néo-nazie. Oui. Je pense qu'ils ont des thèses qui sont carrément néo-nazies. D'accord. À tel point que certains journalistes ont fait état d'une organisation occulte qui est paramilitaire. D'accord. Avec uniforme, suivant le grade, suivant le néo-nazi, quoi. Exactement, oui. Et même le salut. Oui. Qui a une explication qui est certainement haute, mais qui existe avec une similitude qui est quand même étrange. Oui, qui est assez troublante, Thomas. Assez troublante. Alors, le but des sectes, là, on a compris pour la Nouvelle Acropole, c'est embrigader les gens. Mais est-ce que c'est l'argent essentiellement? Oui, pour la Nouvelle Acropole, oui, parce que très rapidement, au début, si c'est gratuit, si la première conférence ne coûte pas cher, au fur et à mesure, il y a une sollicitation de l'adepte qui est de plus en plus grande, et à la fin, l'adepte est totalement, j'allais dire, accaparé par ces nouvelles missions. Alors que ce soit de l'argent, ça peut être aussi du temps. Ça revient au même, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ça participe aussi de la définition de la secte, c'est-à-dire que l'individu est happé petit à petit par cet engrenage et isolé de ses amis, de sa famille. Tout à fait. Ils ont tous le même processus. D'une part, il faut savoir que personne ne va vers une secte. C'est toujours la secte qui vient chercher l'adepte, dans des circonstances qui sont très très variées, qui dépendent des circonstances personnelles, mais toujours suivant un processus qui est très progressif. Le premier processus, la première étape étant de mettre la personne en confiance. D'une part, de la rendre réceptive, de l'endormir. De l'endormir, voilà. Puis après, progressivement, on l'amène aux réunions, on la coupe de son environnement, parce que c'est pour mieux lui faire inculquer ces nouvelles théories. On peut l'isoler, ça peut être un isolement physique, par des stages, partir à l'étranger. La Scientologie a des missions qui vont au Danemark, par exemple. Ça peut être aussi un isolement qui est social.
Oui. On peut rester dans la cité, au sens large, mais être isolé parce qu'on n'a pas le temps de participer aux activités. C'est un véritable lavage de cerveau que vous êtes en train de nous décrire. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ce qui justifie la nouvelle loi du 21 juin sur laquelle Jean-Pierre Jougla va revenir. Oui, tout à fait, on en parlera. Qui couvre effectivement un aspect qui manquait dans le... Oui. Mais alors, dites-moi, l'argent, c'est un des principaux objectifs des sectes, ça on l'a bien compris, mais également pouvoir peut-être faire du lobbying pour s'installer de manière de plus en plus puissante. Alors, un adepte qui se respecte est tout de suite sollicité après pour faire du prosélytisme. C'est-à-dire embrigader d'autres gens, trouver d'autres gens. D'autres gens. Ouais. Je pense que c'est un des aspects du comportement sectaire. Ouais. On le retrouve partout. Alors chaque secte a ses méthodes de prosélytisme. On y reviendra tout à l'heure, je pense, mais elles n'ont pas toutes le même modèle. Ça serait trop simple. Oui. Alors pour la Nouvelle Acropole, on l'a dit, c'est les conférences. C'est les conférences. Ça, c'est le départ. Pour d'autres sectes, par exemple, c'est quoi? Alors si je prends la Soga Gakkai, par exemple, qui est Soga Gakkai. Soga Gakkai, eh bien, disons que c'est une secte qui vient du Japon, qui a une caractéristique assez intéressante parce qu'ils prétendent à enseigner le bouddhisme, mais d'une façon assez bizarre. Ils considèrent que le vrai bouddhisme, c'est eux et rien qu'eux. Ce qui est assez étrange quand on connaît le bouddhisme, qui est un enseignement assez ouvert. Bien sûr. Donc eux détiennent la vérité, point. Eux détiennent la vérité. C'est un bouddhisme pur et dur. Disons alors, ils ont un mode de prosélytisme assez... Vous ne verrez jamais de grandes conférences. Par contre, il y a beaucoup de petites réunions, j'allais dire intimes, où on vous invite, des collègues du travail vous invitent, ou alors on peut vous confier un livre à lire, à étudier. Genre vous avez de la chance, quoi. Vous avez été entre guillemets choisi. Tout à fait, oui. Et puis on nous demande qu'est-ce que vous pensez de ça. Enfin, c'est une autre forme de prosélytisme, mais qui est du prosélytisme aussi. Alors les témoins, si je peux intervenir 2 secondes. C'est souvent la première accroche, c'est souvent laïque. Pour la scientologie, par exemple, c'est un test pseudo-psychologique. Donc c'est des choses qui rassurent d'emblée. On montre pas tout de suite la carte religieuse. On dit bon voilà, nous on vous propose quelque chose et si passez ce test, ça coûte rien. Ouais, d'accord. Donc c'est soit des conférences laïques, Platon. Aristote, etc. Et alors, en ce qui concerne les témoins de Jéhovah, ça, on les voit se balader 2 par 2 quasiment, tous les week-ends. Ils ont un peu modifié leur méthode de prosélytisme parce qu'on retrouve chez eux justement le prosélytisme que fait la Soga Gakkai. Ils ont aussi cette méthode actuellement, c'est-à-dire à Toulouse, certainement, je suis sûr, des personnes dans les abribus ont déjà été abordées par des personnes honorables, tout sourire, qui vont leur proposer gentiment, qui vont leur proposer, disant que pensez-vous de cette revue qui est laïque, comme faisait remarquer, alors que les témoins de Jéhovah prétendent être profondément religieux, mais enfin la première approche aussi, c'est sur des thèmes de société. Donc c'est arrivé à visage masqué, quoi, dès le pour la première rencontre. Les témoins de Jéhovah vous diront pas d'emblée, écoutez, il faut pas faire de transfusion sanguine parce que ça vous mettez en c'est quelque chose qui est enseigné très très tard. Beaucoup plus tard. D'autres exemples comme ça de prosélytisme. Les Raéliens, par exemple, eux, ils recrutent comment? Alors, les Raéliens, c'est un peu particulier, parce que les Raéliens, moi je dirais qu'aujourd'hui, ils trompent plus grand monde. Je crois. Donc, il y a eu pas mal de reportages. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas la secte la plus dangereuse, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un va chez les Raéliens, il sait où il va. C'est clair. C'est clair. Donc, chez eux, je pense que ce sont des farfelus, des gens qui veulent un mode de vie un peu débridé, qui vont chez les Raéliens. Je crois effectivement, j'ai travaillé un petit peu sur les Raéliens. Je crois effectivement qu'ils vont de plus en plus maintenant, depuis une dizaine d'années, ils vont chez les Raéliens. Parce que c'est une odeur de soufre un peu, les médias en parlent comme d'un endroit où il se passe toujours des choses un petit peu extrêmes au niveau sexuel, etc. Et je pense qu'ils sont assez souvent déçus. Je sais pas, Houellebecq en parle dans il faut que les gens les sachent. En fait, Houellebecq dans son dernier livre, La possibilité du Nil, parle de Raël, de Raël et de son groupe, et de toute évidence, il en retire. Il y est allé plusieurs fois, Houellebecq, donc il sait de quoi il parle. Et ce qu'il en dit est très très négatif. Il se passe rien. C'est très triste en fait. C'est assez morne. Très bien. Au niveau des émotions, c'est morne. Voilà, si vous allez chercher des émotions sexuelles, laissez tomber, c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas chez les Raéliens. Non, ça marche pas très bien. Ok, parfait. Nous avons avec nous Jean-Pierre Jougla. Jean-Pierre Jougla, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes avocat de formation. Je suis avoué à la cour d'appel. Avoué à la cour d'appel. Et juriste pour l'UNAD ici.
Voilà. Alors, je vous ai demandé de venir nous rejoindre dans le cadre de cette émission pour avoir, je dirais, un point de vue légal concernant les sectes. Par exemple, je discutais avec Monsieur Autant, qui est le président de la DFI à Montpellier, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure à 23h, et qui m'a dit, écoutez, il y a l'église de la Scientologie qui va ouvrir un magasin là, qui va avoir pignon sur rue à Montpellier. J'ai dit, mais comment ça, ils ont été classés comme groupe sectaire par les différents rapports parlementaires. Comment est-ce que c'est ils ont le droit de faire ça? Et vous m'avez dit, si, ils ont le droit. Bien sûr, tout groupe sectaire a tout à fait le droit de s'implanter là où il le souhaite, en fonction de la liberté associative qui est de règle en France, et heureusement. Oui, heureusement pour toutes les autres associations. Mais à ce moment-là, que peut-on faire au point de vue légal? Il y a une loi qui est passée. Une loi dont a parlé tout à l'heure Gérard Faudor, c'est une loi qui a été votée en juin 2001, qui est connue sous le nom de ses deux rapporteurs, M. Abou et Mme Picard. Oui. Et cette loi est entrée donc dans le droit positif, dans le code pénal, sous l'article 223-15-2 du code pénal. Et cette loi vient réprimer l'abus frauduleux de l'état de faiblesse. Alors, c'est intéressant parce que elle introduit la notion que l'adepte est quelqu'un dans une situation de faiblesse. Ouais. Et effectivement, quand on regarde le fonctionnement d'une secte, on s'aperçoit que la secte est une fabrique d'état de faiblesse. Mmh. Donc la personne faible doit être protégée, et lorsque elle voudra s'opposer à son gourou, à son maître à penser, qui aura abusé d'elle, soit sur un plan personnel, soit sur un plan patrimonial, l'ex-adepte pourra à ce moment-là saisir la justice s'il n'y a pas prescription par rapport au délit, puisque la prescription en cette matière est très brève, elle est de 3 ans, donc l'ex-adepte pourra saisir la justice pour demander réparation. Oui, et il y a beaucoup de gens qui réussissent à sortir des sectes et qui désirent obtenir réparation? Très très peu. Alors, les gens qui sortent de sectes, il y en a effectivement, il y a un turnover dans les groupes sectaires, mais la plupart du temps, ils ne veulent plus du tout entendre parler de leur ancienne vie sectaire. Mmh. Donc, ils mettent un couvercle là-dessus, et on n'en parle plus. Mais lorsque ils commencent à se rendre compte qu'ils ont effectivement été abusés, escroqués ou victimes de violences sexuelles, puisque la plupart du temps, c'est ce genre de dérapage pénal qu'on rencontre, lorsqu'ils se rendent compte donc qu'ils ont été victimes et qu'ils décident de faire le pas d'aller vers la justice, comme je vous l'ai dit, bien souvent, il y a une prescription, parce que la reconstruction psychologique de l'adepte est la plupart du temps beaucoup plus longue que le délai de prescription en matière pénale. Oui. Et ça, c'est un véritable drame pour les ex-adeptes. Mais dites-moi, Jean-Pierre Jouglas, ce que vous êtes en train de nous dresser comme portrait est très sombre, finalement. C'est assez sombre sur le plan de la justice, d'autant que là, on parle de l'aspect pénal, de ce qui se voit habituellement, ce qui intéresse les journaux. Mais la plupart du temps, pour les praticiens du droit qui ont affaire à des victimes de sectes, on se rend compte que c'est dans le domaine civil et essentiellement dans le contentieux familial que se posent la plupart des problèmes. Contentieux familial à l'occasion d'un divorce, pour le conflit apparaît au niveau du droit de garde ou du droit de visite sur les enfants, parce que là, l'ex-adepte sait très bien que le projet de la secte sur l'enfant, c'est de faire de l'enfant un futur adepte. Et donc inscrire l'enfant dans le projet utopique sectaire, qui s'inscrit tout à fait à l'opposé du projet social de nos sociétés. Nos sociétés ont pour projet de construire des citoyens, des gens adaptés au monde social, le vôtre et le mien. Oui. La secte, elle, veut construire quelqu'un qui va croire appartenir à une élite, missionner. La plupart du temps, la mission sectaire, c'est de transformer le monde, sauver l'humanité des pollutions, des catastrophes, de tout ce qui arrive au jour le jour, de la matérialisation de la société. Et donc, le simple fait de créer un tel projet finit par enfermer les adeptes, la communauté d'adeptes, dans un monde clos qui diabolise tout ce qui est à l'extérieur, mais qui en même temps qu'il essaie de protéger les adeptes des influences négatives, présentées comme négatives venant du monde extérieur, enferme les adeptes
dans ce petit monde élitiste missionné. C'est ce qui donne, par exemple, l'OTS, le temple solaire, et le drame qui a conclu la vie de cette secte, c'est ça? C'est exactement ça, parce que vous savez que l'OTS s'est caractérisé par un massacre, une série de massacres, en Suisse, au Canada et en France, qui a totalisé 74 victimes, dont 11 enfants, qui eux n'étaient pas adeptes à proprement parler, mais ont suivi les parents dans leur choix d'effectuer ce qui a été appelé un transit, c'est-à-dire en fait un repli sur une espèce de ferme de survie, entre guillemets, un endroit isolé qui leur permettait d'attendre de meilleures conditions futures sur la Terre pour continuer la mission. Donc repli dans cette ferme de survie qui était stellaire, puisqu'il s'agissait de partir sur Sirius. Voilà, oui, c'est ça. Et donc le seul moyen pour y aller, c'était de mourir, quoi. Voilà, mourir à nos yeux. Pour eux, changer de niveau vibratoire, changer de niveau d'état de conscience. Et en étant persuadés qu'un jour, ils pourraient revenir sur Terre pour continuer leur mission, qui était la mission de Templier, de reconstruction du message christique, de sauver l'humanité, bien sûr, en tout cas la partie de l'humanité qu'on leur désignerait. Oui, et on a bien vu ce que ça a donné, et la misère humaine et les drames humains qui ont découlé. Juste pour dire, on a reçu un SMS qui vient d'arriver et qui qualifie, enfin qui dit, je vous le lis, comme ça, je considère ça comme un compliment. Cette émission est une honte, donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin, camarades. Continuons. Merci. Je crois, en même temps, il faut pas ironiser, parce que les adeptes qui sont à l'intérieur d'une secte, ce sont des gens qui sont sincères, qui sont d'une bonne foi absolue la plupart du temps. Je parle pas des gourous, parce que les gourous sont mus par un autre projet qui est un projet de pouvoir. Oui, eux savent où ils vont. Ils savent où ils vont la plupart du temps, et les adeptes, eux, sont persuadés de la bonne foi du gourou, et sont persuadés, ils croient à la mission qu'on leur a donnée. Donc ce sont des gens qui, et c'est là que c'est ce qui caractérise l'emprise, c'est-à-dire l'incapacité de prendre la distance par rapport à ce qui est vécu dans la secte, l'incapacité de recourir à l'esprit critique, ce qui a amené le législateur, dans le cadre de la loi Boupicard, à parler d'assujettissement de l'adepte. Oui, mais dites-moi quand même, Jean-Pierre Jougla, quand une personne, on va dire un père, une mère, un frère, une sœur, voit quelqu'un de proche comme ça commencer à partir à la dérive et être happé petit à petit par un groupe sectaire, quels sont ses recours? La plupart du temps, c'est trop tard. Parce que si la personne est majeure, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui. Et sauf à démontrer un comportement farfelu qui met en danger sa vie ou la vie des autres, il n'y a pas de recours à proprement parler. Donc la plupart du temps, ces gens-là, et c'est le gros de la troupe que nous recevons dans nos associations, ces gens viennent vers les associations d'aide aux victimes de sectes comme les ADFI. Oui, ou le centre Roger Icor, il y en a d'autres, évidemment, bien sûr. Il y en a d'autres, heureusement, parce que la tâche est importante. Donc elles viennent vers nos associations, et notre travail est de leur expliquer ce qui est en train de se passer. Pourquoi, du jour au lendemain, un de leurs proches est devenu un étranger. Pire qu'un étranger, il est devenu quelqu'un qui les vit comme étant des gens hostiles. Donc il y a une coupure totale. Mais il y a des raisons chaque fois, et là il faut connaître le contenu, le mode de fonctionnement du groupe sectaire particulier. Pour savoir pour connaître les raisons. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure le cas de l'OTS, lors du temple solaire. La plupart du temps, les adeptes, lorsqu'ils venaient dans leur famille, refusaient de s'asseoir. Pour une raison toute bête, mais stupide à nos yeux, qui était qu'ils pensaient qu'en s'asseyant sur la chaise utilisée par d'autres membres de leur famille appartenant à cette humanité grossière, ils allaient s'imprégner des fluves négatives, des fluves grossièrement matériels, et que cette imprégnation les ferait descendre au niveau de leur évolution personnelle, et que donc ça rejaillirait sur le groupe. Vous voyez donc la responsabilité qu'ils avaient. Alors, permettre à des parents de comprendre ce qui a pu se passer dans leur tête, dans la tête de leurs proches, c'est déjà faire un pas vers une espèce d'apaisement personnel,
qui est relatif. Hein. Mais je crois que face à cet irrationnel que représente le phénomène sectaire, il est absolument nécessaire d'avoir toujours recours à l'analyse raisonnable, rationnelle. Oui, mais Jean-Pierre Jougla, quand même, légalement, cette loi existe, la loi Abou-Picard. Elle a été très peu appliquée depuis 5 ans. Il y a eu une condamnation définitive aujourd'hui, dont on peut parler. Elle est connue sous le nom du groupe sectaire, qui s'appelle Néophar. Oui. C'est un petit groupe qui portait sur 18 à 20 personnes. D'accord. Un adepte en état d'emprise a fini par se suicider parce qu'on l'avait persuadé à l'intérieur du groupe qu'il incarnait le mal sur Terre et qu'il était donc celui qui empêchait la Terre d'évoluer. D'accord. Et le malheureux n'a rien trouvé de mieux que de se supprimer pour libérer la Terre et permettre à la Terre de continuer son évolution. Donc, il a fallu faire le détour par l'analyse de la doctrine, par l'analyse de l'emprise que le gourou avait sur ce malheureux adepte, pour démontrer qu'il y avait effectivement assujettissement et donc matière à appliquer l'article 223-15-2 du Code pénal. Ouais. Et, la condamnation a été on le sait ? Oui, elle a été relativement légère parce que c'était la première fois et ça a été l'excuse donnée par le tribunal et puis plus tard la cour d'appel. C'était la première fois que cette loi s'appliquait. Elle était de 30 mois avec sursis. Ce qui est ridicule. C'est totalement ridicule pour la destruction de la vie d'un individu. Mais au-delà de la destruction de la vie de cet individu, la destruction de la vie d'un groupe d'une vingtaine de personnes. Bien sûr, bien sûr. Et les drames familiaux que ça a entraîné. Oui. Mais dites-moi, Jean-Pierre Jougla, quand même, au niveau de l'État, on est conscient du problème social que pose l'existence des sectes sur le territoire français. Je veux dire, je vais reprendre le nom des grandes sectes, on en parlera tout à l'heure avec Thierry Lamotte, mais l'église de Scientologie, par exemple, qui a été classée comme secte par le rapport parlementaire, les Raéliens, la Nouvelle Acropole, enfin que sais-je, ils sont plusieurs comme ça. On ne peut donc... à vous entendre, pas faire grand-chose, si ce n'est informer le grand public. On peut informer le grand public, effectivement. On peut aider les victimes. Mais en amont, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a que l'information. Tout à fait. C'est essentiel. Et je crois que, au-delà de l'information, je crois qu'il faudrait revenir à la véritable mission de ce qu'était l'enseignement, ce qu'est l'instruction, c'est-à-dire éclairer les consciences. Former des citoyens capables, et votre émission, je trouve, s'inscrit pile poil dans cet objectif. Donc, former des gens qui sont capables de se diriger eux-mêmes, qui sont doués d'un sens critique, et qui sont capables de prendre la distance par rapport à tous les manipulateurs que nous pouvons rencontrer. Et les sectes sont le paroxysme de la manipulation. On peut la rencontrer, c'est tout ce qu'on dit habituellement. Le commercial qui vient chez vous pour vendre quelque chose, il va vous manipuler, et ainsi de suite. Mais cette manipulation, si elle existe, si elle peut être analysée, elle n'est rien par rapport à la manipulation sectaire. Gérard Fodor, une précision. Oui, je voudrais, pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre Jougla, je voudrais ajouter que dans les interventions qu'on fait dans les établissements scolaires auprès des jeunes, on est quand même, on note avec intérêt que beaucoup de jeunes sont bien sensibilisés à ce problème, beaucoup plus qu'on ne le pensait. L'information passe bien. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ce côté-là, j'allais dire, c'est pas assez, au moins, c'est pas assez encore développé, mais enfin, les premiers contacts sont positifs. Merci en tout cas, Jean-Pierre Jougla, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. À très bientôt. Et bonne continuation. Merci, on va essayer. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio continuent. Nous parlons des sectes, vous le savez, jusqu'à minuit tout à l'heure. À partir de 23h, la présidente de l'ADFI Bordeaux va venir nous rejoindre. Le président de Montpellier, l'ADFI Montpellier, va venir nous rejoindre également. Je me tourne maintenant vers vous, Thierry Lamotte. Donc vous êtes en train de mettre la dernière main à une thèse consacrée aux sectes pour votre doctorat, donc qui va clore, je l'espère, brillamment vos études. Et avec vous, on a décidé lors de la préparation de cette émission de parler de l'église de la Scientologie, qui a été classée donc comme secte, je le rappelle, par les différents rapports parlementaires. Et cette église de Scientologie donc a été créée aux États-Unis par un Américain, Ron Hubbard, c'est ça ? Voilà.
Donc cette église est intégralement l'invention, la création de Lafayette Ronald Hubbard, donc Ron Hubbard, comme on l'appelle généralement, qui est un écrivain de science-fiction plutôt prolifique. Il écrivait très très vite, pas très très bien généralement. C'est une littérature qui est très particulière, mais il écrivait énormément, disons. Et donc à partir de 49 à peu près, il a commencé à verser plutôt dans une écriture qui se voulait psychothérapeutique. Au départ, la scientologie se présente comme ça. C'est la dianétique, et ce sont des techniques plutôt psychothérapeutiques. Pour aller mieux dans sa tête. C'est du développement personnel. C'est purement du développement personnel. C'est pas de la psychothérapie, c'est pas de la psychanalyse, surtout pas. On fait souvent l'amalgame. Mais la psychanalyse, il y réfère souvent. Il entretient une relation assez ambiguë avec ce champ-là. Mais c'est du développement personnel. Ce qu'il propose, c'est la puissance, la force, la puissance, la connaissance, une mémoire absolue, etc. Oui, évidemment. Alors, ça se passe comment? Parce que ces gens-là ont pignon sur rue, quand même. On en parlera tout à l'heure avec le président de l'ADFI Montpellier. Alors, en règle générale, les abords, on vient vous recruter comment, quoi? Voilà, en un mot commençant. Alors, généralement, ils se font discrets depuis quelques années, les scientologues. La politique de rapport avec la cité, avec le monde extérieur, a radicalement été modifiée. Bon, pas depuis la mort. Ron Hubbard est mort en 86. D'accord. Tant qu'il y avait Ron Hubbard à la tête, au centre du groupe, comme moteur du groupe, ce groupe était réellement un groupe totalitaire, une véritable machinerie totalitaire, assez dévorante. Ron Hubbard est mort. David Miscavige a pris les rênes de ce mouvement-là, et il a modifié les rapports de ce mouvement avec la société civile. C'est-à-dire qu'ils sont toujours procéduriers, mais ils le sont apparemment un petit peu moins depuis 2000, depuis 6 ans à peu près. Alors, il vous aborde comment? Il propose quoi au départ? Alors, au départ, donc je vous le disais, il propose de moins en moins de choses en France, en tout cas, puisque c'est une secte. C'est pas nous qui allons nous en plaindre, en toute façon. Comme beaucoup d'autres, c'est une secte qui est en recul phénoménal, en fait, sur le territoire français. Ils se font discrets. Vraiment, ça fait partie de cette politique. Ils se font discrets. Disons qu'ils avancent, encore une fois, ils avancent masqués grâce à leur paravent, leur filiale. Que ce soit des associations qui traitent de la drogue, etc., etc. Donc d'accord, on prend les choses par un autre biais. Par contre, si vous faites la démarche, vous, d'aller dans un centre de dianétique ou de scientologie, on va de moins en moins, parce que j'ai fait l'expérience il y a encore 2 mois, on ne vous propose pas comme autrefois le fameux test de Ron Hubbard OCA. Alors, OCA, ça veut dire Oxford Capacity Analysis. C'est un titre totalement ronflant et pompeux, parce qu'il y a le mot Oxford dedans, il y a le mot analyse, il y a le mot capacité, etc. Tout ça est radicalement faux, ça n'a rien à voir avec l'université d'Oxford, ça n'a aucune capacité d'analyse, et ça ne mesure pas grand-chose en fait au bout du compte. Donc autrefois, quand on rentrait dans un centre de scientologie, on nous faisait passer ce test, qui porte sur tout et rien, ça porte sur des considérations morales, des questions de mœurs, des questions politiques, etc. Et au bout duquel donc vous aviez pas mal de problèmes qu'il fallait absolument résoudre. Quelles que soient les réponses que vous donniez à ce test, à l'arrivée, c'était très simple et très clair. Il vous fallait faire impérativement et immédiatement un cours de communication. Quelles que soient les réponses, c'était généralement fait par des auditeurs, enfin des scientologues qui quelquefois étaient là depuis 2-3 jours, donc qui n'y connaissaient pas grand-chose. Mais comme disait Ron Hubbard, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. La scientologie n'implique aucune connaissance. C'est une technique appliquée à la lettre. C'est cool. Voilà. Ça, au moins, c'est n'importe qui pouvait le faire passer. Alors juste pour rejoindre un petit peu ce que nous disions tout à l'heure sur la nouvelle Acropole, la scientologie a aussi, on va en parler après, une organisation militaire. Et notamment, parmi les questions, je le lisais dans le livre d'un témoin, dans un témoignage, la personne disait que, entre autres questions qu'on lui avait posées dans ce fameux questionnaire, il y avait la question: avez-vous eu des rapports sexuels avec une personne de la mauvaise race? Je crois que c'était le... Donc, on est dans quelque chose qui lorne un petit peu, du côté des thèses un peu raciales. Alors, argent, j'imagine. Alors, argent, je ne rejoins pas Gérard Faudor sur l'idée que le profit soit le but de tous ces gros mouvements comme la scientologie. Bon, les autres, je m'avancerai pas parce que je ne les ai pas travaillés. Par contre, la scientologie, a priori, je pense que l'argent est un moyen pour réellement dominer le monde. Le but de Ron Hubbard d'emblée dès les années 50, quand il a écrit la dianétique,
son but était une planète claire, comme il dit, c'est-à-dire une planète intégralement soumise aux injonctions de la scientologie. Ah d'accord, donc c'était affiché clairement. C'était affiché clairement. Et l'argent devient un moyen, quoi, en fait. L'argent devient un moyen pour mettre tout le monde au pas d'une idéologie qui est celle que Ron Hubbard a découverte. Et dans ce cas-là, justement, Ron Hubbard, dans cette structure, n'est pas à la pointe, on en a déjà un petit peu parlé avec Gérard Fodor, il n'est pas à la pointe de la pyramide, il n'en tient pas réellement les rênes parce qu'il est lui-même embarqué dans ce mouvement-là. Comme tous les cadres de la scientologie, tout le monde est embarqué. Il y en a pas un qui réellement maîtrise et contrôle les autres. Tout le monde est embarqué dans un même mouvement un peu fou. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes étapes qui font grimper les différents échelons, qui fait que l'adepte est de plus en plus séparé de ceux qu'il côtoyait avant? Ça se passe comment, le mécanisme, quoi? C'est très insidieux. C'est-à-dire qu'après ce fameux test OCA, quoique maintenant ça a un petit peu changé, comme je vous le disais, mais après ce test OCA, vous devez immédiatement, parce que c'est quand même assez urgent, faire le cours de communication de Ron Hubbard, à l'issue duquel, de toute façon, ça n'ira pas toujours très très bien. Donc on va vous engager à commencer une procédure pour devenir clair, comme il dit. Clair, c'est-à-dire débarrasser de ce que Ron Hubbard appelait les aberrations. Tout ce qui trouble votre comportement, ce qui fait que vous n'êtes pas un individu optimal. Parfait, mon bon monsieur. Oui, d'accord. Voilà. Ensuite, alors, à partir du moment où vous êtes engagé tout doucement sur cette pente, vous avez mis le doigt dans une machine qui vous dévore assez vite, en fait. Donc, parce que là, la question de l'argent intervient très vite. Vous devez commencer à faire des auditions. C'est le procédé thérapeutique avec plein de guillemets, de Ron Hubbard. Ces auditions coûtent très très cher. Et elles ne sont jamais suffisantes et ça peut durer très longtemps. On peut aussi bien passer... donc les auditions mènent au statut, à la position de clerc, comme disent les scientologues. Et au-delà de ce statut de clerc, il y a encore toute une série d'échelons assez longs. Tout en haut des échelons, vous trouvez des gens comme Tom Cruise, Julia Migenes-Johnson, par exemple, des gens comme ça, John Travolta qui ont atteint le dernier niveau de la scientologie, le niveau actuellement le plus haut. Mais alors donc, cette longue procédure, cette longue marche, le pont pour la liberté totale, comme disait Ron Hubbard, peut durer ça peut être un pont très très long. C'est-à-dire que des fois, au bout de 8 ans, les gens ne sont toujours pas clairs. Ils ont laissé des fortunes, etc. Et ils sont toujours au degré zéro. Ça demande combien en argent, vous dites? C'est variable, ça coûte très très cher. Donc apparemment, Tom Cruise, je lisais récemment, pour devenir, alors lui, il est OTI 8. OTI 8, tétan opérant 8. 8e niveau. Il est tout en haut, donc il est tout en haut c'est le top du top. Il est tout au fond, il est tout à l'intérieur de la doctrine. Et alors lui, il a dépensé, je ne sais plus, ça se compte en millions de dollars à ce niveau-là. C'est vraiment très très cher. Ah oui, c'est pas n'importe qui peut y arriver, donc effectivement. N'importe qui peut y aller en scientologie, même les gens qui n'ont pas du tout d'argent. Mais dans ce cas-là, vous devez donner de votre temps, comme disait tout à l'heure Gérard Fodor. Vous y travaillez à plein temps pour un salaire absolument misérable et pour payer des auditions. Et vous signez même des reconnaissances de dette. Des reconnaissances de dette, vous contractez des prêts, vous signez des reconnaissances de dette. Ils ont un service juridique qui est assez efficace de ce côté-là. C'est absolument ignoble comme machine, ça. Et une machine qui broie. Généralement, les gens qui passent quelques années en ressortent bien amochés quand même. Et est-ce que les gens, parce qu'une fois qu'on est enclenché, Gérard Fodor le disait tout à l'heure, il y a un lavage de cerveau, il y a une espèce de conditionnement comme ça qui se fait de manière très subtile, petit à petit. Très 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 subtil. C'est-à-dire que Ron Hubbard a mis les bases de sa doctrine délirante aux alentours de 48 par là. Donc le livre, la Dianétique, le livre fondateur de la scientologie est sorti en mai 1950, mais dès 48, les idées y étaient déjà. Elles traînaient un petit peu dans le groupe des écrivains de science-fiction qui l'environnaient. Son éditeur notamment, un certain Campbell, a tout fait pour que Ron Hubbard, pour que ça sorte, parce qu'il a trouvé ça fabuleux. C'était un amateur de science-fiction. Ron Hubbard, sa doctrine, c'est de la science-fiction. Et puis par moments, vraiment, franchement délirante. On voit pas ça dans les romans. Et donc, il a tout fait pour que ça sorte. Et dès 48, tout ça traînait. Et les techniques qui sont mises en place dans la scientologie pour conditionner, pour contrôler les adeptes, pour les domestiquer, pour les dresser, ce sont des techniques de dressage. Il n'y a pas d'autres mots qui sont issus de la psychologie behavioriste, la psychologie du comportement. C'est un courant de la psychologie américaine, en fait, notamment un des représentants s'appelle Skinner. Et Skinner, en 48, justement, a écrit un livre qui s'appelle Walden 2, qui est une utopie. Il raconte l'histoire d'une cité idéale pour lui. C'est-à-dire une cité intégralement construite et orientée par
la technologie du comportement et du conditionnement du comportement. On domestique tous les êtres humains, tout est rationnellement pensé. Et au même moment, donc, en 48, Ron Hubbard était en train de poser les premiers jalons de la scientologie qui se vaut la même chose, hein, c'est-à-dire une vaste entreprise de domestication de l'homme. Mais on sait combien il y a de personnes en France qui sont embrigadées par cette machine que vous venez de décrire. On en a une idée? Non, c'est très compliqué parce que justement tout à l'heure quand on parlait du nombre d'adeptes, par exemple les raéliens, eux ils revendiquent, je crois que c'est un truc fou, ils revendiquent une vingtaine de milliers de personnes, voire 50 000 quelquefois. En France? Dans le monde. Dans le monde, oui. Alors, c'est très loin. J'ai lu invérifiable, je crois. Non, c'est invérifiable. J'ai lu dans certains travaux qu'en gros, s'ils sont 3000 dans le monde, c'est le maximum. En fait, ce qu'ils comptent tous, hein, la scientologie, c'est la même chose. Ce qu'ils comptent parmi leurs membres, enfin, ce qui vient gonfler les chiffres, ce sont les sympathisants. Donc vous avez les adeptes, vous avez les cadres, etc. Et tout sympathisant, par exemple, moi je peux passer pour un sympathisant de toutes ces sectes parce que j'achète des livres. Je vais sur leur site, je vais chez eux, j'achète des livres. Et dans ce cas-là, je suis référencé parmi les gens. Ils ont le nom que je leur donne, faux généralement, etc. Et donc je rentre dans leur banque de données, qui fait que là je suis comptabilisé parmi les 8 millions d'adeptes de la scientologie. Du coup, ça devient invérifiable. Absolument invérifiable déjà parce que les gens le crient rarement sur les toits maintenant, surtout en France, qu'ils sont scientologues. Il y a que Tom Cruise qui va à travers le monde jouer au diplomate de la scientologie, mais en France on a quelques réticences, c'est que il y a eu des campagnes médiatiques qui ont été assez efficaces de ce côté-là, donc c'est invérifiable, on peut pas savoir. Ils revendiquent 8 millions de personnes. 8 millions d'adeptes dans le monde. Hein. Oui, d'accord. Mais dites-moi, Thierry Lamotte, là, la scientologie, a l'air de pas trop bien fonctionner en France, certes, mais en Europe, comment ça se passe? Elle sévit ailleurs, en fait, parce que l'Allemagne est très pointue, en fait, en ce qui concerne la scientologie. Ça fait très longtemps qu'ils ont classé la scientologie parmi les groupes excessivement coercitifs et des entreprises, parce que une des questions qu'on se pose quand on se plonge sur la scientologie, c'est ce mouvement est né en 1950 d'un ouvrage qui s'appelle La Dianétique, d'un écrivain qui s'appelle Ron Hubbard, et qui prônait une méthode de développement personnel. Donc son créneau, c'était le développement personnel, le grand marché des psychothérapies. 3 ans plus tard, en 53, il fonde 3 églises, parmi lesquelles l'église de Scientologie. C'est-à-dire que d'un coup, son discours bascule. Au départ, il se disait scientifique, ingénieur, il parlait en permanence d'ingénierie mentale, etc. Tout un jargon scientologue. Et 3 ans plus tard, il donne sur le versant religieux. Alors, très souvent, on tend à dire que c'est de l'opportunisme pur, que c'est pour bénéficier d'une protection légale, surtout aux États-Unis, hein, avec le premier amendement, etc. Et notamment pour bénéficier de réductions fiscales drastiques. C'est-à-dire que quand on se déclare comme une église, aux États-Unis, on est exempté, on est exonéré d'impôts. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Ah c'est de toute façon fiscalement c'est intéressant. Encore une fois, c'est un petit peu comme pour le profit dont on parlait tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit la raison majeure qui fait que Ron Hubbard soit passé de la dianétique à la scientologie. Je pense qu'il y a toute une série de phénomènes qui lui sont arrivés en cours de route, parce qu'encore une fois, c'est un paranoïaque, et qu'en cours de route, il a certainement décompensé. Toujours est-il que entre la dianétique et le moment où il a fondé en 53 ces 3 églises, notamment donc la scientologie, il a produit un livre qui s'appelle L'Histoire de l'homme et qui nous fait pénétrer un moment de délire psychiatrique comme on en voit rarement. C'est-à-dire que c'est présenté. Alors ça, donc il y a 2 mois, je suis allé à Paris au Celebrity Center de la scientologie, dans le but essentiellement d'acheter ce livre que j'arrivais pas à me procurer pour travailler dessus. Et quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai joué au naïf, au client naïf qui passait. Mais écoutez, je passais, je m'arrête parce que ça m'a interpellé. Et donc je suis rentré et ce que je voulais, c'était ce livre. Et la personne qui m'a reçu a tout fait, a mis en place toute une série de procédures certainement standardisées par les règlements du bar pour m'empêcher d'acheter ce livre, parce que ce livre-là, il suffit de l'ouvrir et on comprend que Ron Hubbard, des fois, elle m'a dit non, écoutez, il faut une progression, ne lis pas ce livre tout de suite, il faut d'abord lire tout le reste, prendre quelques cours, et après coup, on est prêt. Parce qu'il faut être prêt, il faut tout un conditionnement, il faut déjà avoir des liens souples, relâchés avec le monde extérieur, avec la réalité communément partagée, pour pouvoir tenir ces propos-là pour non délirants, pour y croire un petit peu.
Thierry Lamotte, Gérard Fodor, vous restez avec nous. Dans quelques minutes après une pause, nous allons recevoir nos deux autres invités. Il s'agit de Martine Nicolas et Jean-François Autant, respectivement Martine Nicolas, présidente de la DFI à Bordeaux, et Jean-François Autant, président de la DFI à Montpellier. Et on reviendra justement sur l'église de la Scientologie qui, je le rappelle, a été classée comme secte par les différents rapports parlementaires. Gérard Fodor, il y a eu deux SMS qui sont arrivés pendant que nous discutions. Les deux portent sur les témoins de Jéhovah. La question est: les témoins de Jéhovah sont-ils répertoriés comme étant une secte par les différents rapports parlementaires? Réponse: le premier rapport parlementaire l'est mentionné clairement. Voilà. Sans problème. Et donc, le second aussi. Voilà. Donc la réponse. Et pour nous, il n'y a aucun doute. Voilà. Très bien. Donc vous avez, c'est une personne de Toulouse et une personne d'Agen qui nous ont envoyé ces deux SMS. Vous avez maintenant vos deux réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous tapez Sud, un espace, votre question, votre réaction ou votre numéro de téléphone si vous voulez venir nous rejoindre pour témoigner. Vous envoyez le tout au 71 200 ou encore 0826 300 300. Aurélie est au standard pour recueillir toutes vos questions ou vos témoignages. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Yannick Noah, Donne-moi une vie, sa toute nouvelle chanson dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons des sectes, de la lutte anti-secte avec nos différents intervenants. Thierry Lamotte, qui est un thésard, comme l'on dit, qui est en train de préparer un doctorat sur les sectes, un doctorat en psychologie clinique. Gérard Fodor, qui est le président de l'ADFI à Toulouse, est en notre compagnie en studio. Et nous rejoignent, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, nos deux autres invités qui vont nous accompagner jusqu'à minuit. Martine Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ADFI donc à Bordeaux. Et j'ai le plaisir également de recevoir, j'allais dire à vos côtés, non, il est à Montpellier, de recevoir Jean-François Autant. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'ADFI à Montpellier, et donc avec vous on va faire un petit peu le tour d'horizon, en quelque sorte la géographie de vos régions respectives concernant les sectes. Alors je commence avec vous, Martine Nicolas. Je suis tenté de vous demander, pour commencer, comment est-ce que cela se passe à Bordeaux? Est-ce que vous avez des sectes présentes? À Bordeaux, il est évident que nous avons les mêmes grandes sectes qu'à Toulouse. Là, je ne vais pas m'étendre, la Nouvelle Acropole, les Témoins de Jéhovah, la Scientologie, qui chez nous sont des vieilles connaissances. Ça fait des années que la Scientologie est installée à Bordeaux. Nous avons quand même quelques petites spécificités à Bordeaux. Par exemple, nous avons une secte qui est un mouvement guérisseur d'inspiration religieuse qui s'appelle les Pèlerins d'Arès. Oui. Et ça, c'est donc Bordeaux. Bon, je reconnais que ce ne sont pas des gens qui font beaucoup parler d'eux. De temps en temps, on a quelques témoignages, mais c'est vrai que c'est pas quand même quelque chose de très important pour nous. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que je viens d'entendre dans votre émission, c'est que nous, l'explosion absolument à Bordeaux, ce sont quand même des groupes qui, que je dirais, à visée curative. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent vous soigner. Et nous, à Bordeaux, on a eu quelque chose de très important qui s'est passé il y a quelques années, qui concernait une méthode qui s'appelle la méthode AMER. Alors très rapidement, c'est une méthode d'un médecin allemand qui consistait à dire qu'un choc émotionnel est à l'origine du cancer et d'autres maladies comme la sclérose en plaques ou le sida, et qu'il peut être soigné par la résolution du conflit psychologique sans l'apport des thérapies de la médecine conventionnelle. Oula, oui, bon, d'accord. Alors ce médecin a été condamné en juillet 2004 par la Cour d'appel à Chambéry pour exercice illégal de la médecine et complicité de non-assistance à personne en danger. Et il était déjà interdit d'exercice en Allemagne depuis 1986. Et dans la région bordelaise, nous avons eu des cas où des personnes sont décédées. Voilà. Il a fait des émules, ce monsieur, mais comme il était donc mal vu de parler de la méthode AMER, les gens ont un petit peu trafiqué, un petit peu changé, et ça s'est terminé en psychogénéalogie, mémoire cellulaire, décodage biologique, et nous avons un très bel institut de biopsychogénéalogie à Bordeaux. Voilà, qui donne ce sont des gens qui donnent des conférences à laquelle nous avons assisté un jour pour un petit peu entendre ce qu'ils s'y disaient. Voilà. Alors, soyons clairs, donc eux, ils préconisent d'abandonner donc tout ce qui est traitement thérapeutique de la médecine classique officielle pour uniquement traiter des maladies aussi graves que le sida, que le cancer ou la sclérose en plaques par une simple, je dirais, analyse psychologique, quoi. Voilà, c'est-à-dire que
la maladie est toujours à la source, il y a toujours un choc émotionnel. Et il faut retrouver quel est ce choc émotionnel, et si on le retrouve, on guérit. D'accord. Voilà. Mais ils demandent d'abandonner tout ce qui est thérapie médicale, quoi. Au début, oui. Maintenant, il est certain que dans la conférence à laquelle nous avons assisté, nous avons posé des questions et la personne qui faisait la conférence a bien dit non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous ne préconisons pas l'abandon de la médecine conventionnelle. Mais par expérience, parce que nous avons eu des témoignages, nous savons que les gens sont tellement impliqués psychologiquement dans cette affaire. Bien sûr, déjà ils sont fragiles déjà au départ. Exactement. Et puis, puisqu'on pense qu'on peut guérir autrement sans la chimiothérapie, sans ce genre de choses, c'est peut-être quand même, c'est vrai que c'est pas toujours facile une chimiothérapie, et attention, nous ne disons pas que le côté psychologique est absent de l'affaire. On pense, nous, que c'est très important. Mais bien sûr, pourquoi pas les deux? Bien sûr, de toute façon, dans tous les centres de traitement du cancer, ils préconisent une psychothérapie, mais en même temps que les médicaments et la chimiothérapie, bien entendu. Oui. Alors donc ça pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'important. On a aussi beaucoup de psychothérapeutes ou thérapeutes autoproclamés. Voilà. Alors ça, ça laisse libre cours à beaucoup de fantaisie. C'est toujours difficile pour nous parce qu'on ne connaît pas tout le monde et puis notre rôle n'est pas non plus de donner notre avis sur tout. Mais on sent bien parfois qu'il y a des gens, par exemple un jour nous avons reçu une dame qui était psychothérapeute et quand nous lui avons demandé quelle était sa formation, elle avait suivi 3 séminaires et elle avait mis sa plaque devant elle. Donc ça c'est le problème aussi. D'accord. Et puis sinon il y a beaucoup de groupes qui s'occupent du développement personnel. Vous savez, maintenant il faut être jeune, riche, beau, en bonne santé et donc pour ça il y a plein d'associations qui vous proposent des miracles. Oui, ça c'est le nouveau marché des sectes. Exactement. Et on peut pas dire que c'est pas répertorié, puisque ce sont des petits groupes qui se développent du jour au lendemain. Et on a remarqué une chose aussi, c'est qu'il y a des créations de réseaux de thérapeutes comme cela. C'est-à-dire qu'ils vont passer de main en main. Et puis ça va être un cercle sans fin. Ils vont y laisser beaucoup d'argent. Et puis sur le plan psychologique, c'est parfois de la plus grande fantaisie. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore de spécial un petit peu à Bordeaux ? Je vous propose une petite pause, on va aller à Montpellier et ensuite je reviendrai vers vous pour parler de l'humanitaire qui est également un marché qui intéresse beaucoup les sectes. Et vous allez avoir un exemple à nous donner en ce qui concerne Bordeaux. Je me tourne vers vous, Jean-François Autant. En ce qui concerne Montpellier et l'Hérault, où en êtes-vous ? En ce qui concerne le département de l'Hérault, est évidemment un département qui est également très touché par le phénomène sectaire, puisque parmi les 173 sectes qui avaient été listées dans le rapport parlementaire de 1995 et dont certaines ont été ajoutées dans le rapport parlementaire de 2000 qui s'intitulait Les sectes et l'argent, nous en avons à Montpellier 27 qui sont présentes en permanence, c'est-à-dire qui ont une existence géographique, une existence économique et une activité permanente. Alors 27, ça peut paraître un petit chiffre par rapport aux 173 listés il y a une dizaine d'années, mais ce n'est pas un petit chiffre du tout, c'est quand même extrêmement important. Mais j'oserais dire un petit peu ce que vient de dire Martine Nicolas à l'instant, c'est que ces sectes-là qui ont été listées à cette époque, qui continuent toujours d'exister et évidemment de faire des victimes, ne sont plus aujourd'hui celles pour lesquelles nous avons la plus grosse activité. Aujourd'hui, ce qui nous donne le plus de travail, c'est-à-dire les mouvements à propos desquels nous recevons le plus de victimes, sont indiscutablement les mouvements dits du Nouvel Âge. Du Nouvel Âge ? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un petit peu ce qu'a dit Martine Nicolas à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules, une explosion dans le nombre des groupuscules avec à la tête un thérapeute qui joue parfaitement le rôle du gourou, auquel est associée une technique psychothérapeutique. Des techniques psychothérapeutiques qui généralement nous viennent des États-Unis ou alors de l'Orient, mais dans un domaine dévoyé, je dirais. Et cette technique psychothérapeutique est aujourd'hui adulée tout autant que le gourou. C'est-à-dire que il y a une espèce de double dépendance à la fois à celui qui donne l'enseignement de la technique et à la technique elle-même. Alors, comment cela prolifère-t-il ? C'est pas compliqué.
En général, soit parce qu'on vous a conseillé un thérapeute, soit parce que, par connaissance, vous savez que tel thérapeute existe à tel endroit. Vous allez le voir tout simplement au départ parce que vous en avez besoin. Oui. Parce que vous n'en connaissez pas les qualifications, vous ne connaissez pas l'honnêteté de cette personne, parce que, comme une personne lambda, vous n'allez pas vérifier quelle est sa formation, quelles sont ses capacités, etc., etc. Et donc, au départ, dans 9 fois sur 10, ça se passe de la même façon, c'est-à-dire que vous y allez en tant que patient. Au bout d'un certain nombre de séances, on va vous proposer d'être formé à la technique psychothérapeutique en question. Mm-hmm. Donc, vous n'êtes plus patient à ce moment-là. Vous êtes un étudiant et vous allez participer à des stages de formation, des séminaires. Donc argent, évidemment. Bien évidemment, tout ceci est payant. Hein. Vous allez participer à des conférences, vous allez écouter les conférences, vous allez acheter les enseignements, etc., etc. Mm-hmm. Et vous allez, tôt ou tard, vous voir proposer, ou alors vous allez être tenté à votre tour de vous installer parce que le marché est énorme et puis parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec une formation, je le mets entre guillemets, hein, mais qui est complètement bidon, qui n'a aucune reconnaissance universitaire ni médicale. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, vous vous installez en ville et puis à votre tour, vous allez devenir formateur de thérapeute. Et d'une manière exponentielle comme ça, on voit par exemple dans la kinésiologie, mais Gérard Faudor vous en parlera très certainement tout à l'heure. Si on me le demande. Vous le demanderez alors, vous m'y ferez penser. On voit par exemple dans la kinésiologie, mais pas simplement, hein, Martine Nicolas parlait de la biopsychogénéalogie. Bon, la biopsychogénéalogie elle en a très bien parlé, hein, qui découle des théories du docteur Hammer. Mm-hmm. C'est sur Montpellier que se trouve à l'heure actuelle celui qui mène le mouvement de la biopsychogénéalogie, et les thérapeutes en biopsychogénéalogie ou encore en décodage biologique, leur nombre s'accroît d'une manière exponentielle, de cette façon-là. Mm-hmm. Alors, si vous voulez, sur le département de l'Hérault, nous avons fait le calcul d'à peu près une centaine de mouvements, associations ou sociétés qui touchent le mouvement du nouvel âge à travers ces fameuses techniques psychothérapeutiques ou psychospirituelles. Hein, vous savez, c'est le psychologique au service du spirituel et inversement. Mm-hmm. Parmi cette centaine d'associations ou de sociétés, il y en a quand même une quarantaine qui proposent de la formation professionnelle. D'accord. Voilà. Donc la formation professionnelle, c'est aussi un domaine dans lequel s'inscrivent les mouvements sectaires, et notamment la formation professionnelle sur le développement personnel, sur les techniques du bien-être, voire des techniques thérapeutiques qui n'ont, je le répète, aucune reconnaissance universitaire en France. Ouais. Je me tourne vers vous, Gérard Faudor, chose promise, chose due, la kinésiologie, c'est ça ? Oh, la kinésiologie, on pourrait faire toute une émission, enfin, là-dessus. Non, je crois qu'effectivement, Jean-François Autain a raison. La kinésiologie est ce qui nous inquiète le plus, parce que là, on a un débordement de quelque chose qui au début n'était qu'une science du mouvement. Enfin, une technique, du mouvement. Aujourd'hui, la kinésiologie prétend tout faire. Tout faire. On a même, alors je saute à l'extrême, un kinésiologue qui propose de reprogrammer l'ADN. Ah, c'est pas mal. Faut le faire. Ah, c'est bien ça, oui. C'est pas mal. Tout à fait. Hein. Donc, pour montrer jusqu'où le délire peut aller. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'embêtant quand même ? Parce que la kinésiologie, vous l'avez dit vous-même, c'est une technique à la base qui peut être tout à fait bien utilisée quand elle est bien utilisée, bien comprise, etc. Au début, c'était deux médecins qui l'avaient mis au point, tout début. Tout à fait. Donc, ça peut être bien. Mais après, c'est complètement dévoyé, réutilisé, tordu dans tous les sens pour en faire n'importe quoi. Pour en faire n'importe quoi. Il existe d'ailleurs une formation à Toulouse, justement, qui est assez importante, avec une brochure très luxueuse. Et quand on parcourt ce que dit cette brochure, c'est renversant. C'est renversant, parce qu'on peut même aussi, on y a trouvé, par exemple, le développement du sixième sens, par exemple, ou développer un sixième sens. On touche à des domaines qui sont dans l'irrationnel le plus absolu. Et tout ça coûte cher. Vous savez que pour être kinésiologue, eh bien, il y a une série de stages, ça coûte à peu près 6 000 à 8 000 euros. Ah, quand même. Oui. Ah oui. Et nous avons un cas où au bout de 4 semaines, avec une dépense de 8 000 euros, la personne est devenue kinésiologue. Voilà. Avant, elle était à Maïkari, donc à Maïkari aussi a des problèmes avec avec la médecine et la parapharmacie. Mais ça montre l'ampleur des dégâts. Enfin, et des dégâts que ça peut occasionner si cette personne s'installe et continue à. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'à Toulouse, nous avons des instituts de formation tout à fait
licite, correcte, qui par peut-être, je dis peut-être, appât du gain, n'hésitent pas à mettre dans leur programme des formations à la kinésiologie. D'accord. Ce qui est, à notre avis, très inquiétant, parce que pour le public qui n'est pas averti, ça semblerait laisser croire que certains enseignements de formation d'infirmière, formation complémentaire d'aide infirmier ou de profession paramédicale pourraient être mis à égalité avec la kinésiologie. Très bien. C'est très inquiétant et je pense que ça montre aussi que des fois il y a des personnes qui manquent peut-être d'une attitude, j'allais dire, citoyenne. Vaut mieux laisser, j'allais dire, aux charlatans de faire du charlatanisme et pas mélanger les choses. Oui, parce que là, ça devient un peu compliqué, effectivement. Vous restez avec nous, les uns et les autres. Une pause et on se retrouve dans quelques minutes. Nous repartirons à Bordeaux avec Martine Nicolas pour parler de la nouvelle Acropole qui s'intéresse à l'humanitaire. Et ensuite, nous reviendrons à Montpellier avec Jean-François Autant, où, un centre de dianétique, si j'ai bien compris, en préparant cette émission, avec Jean-François Autant, c'est ouvert. Nous y reviendrons et nous en parlerons également avec Thierry Lamotte. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Un monde ailleurs, Jean-Louis Aubert sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous continuons jusqu'à minuit à parler des sectes et des ravages qu'elles occasionnent dans notre grand Sud avec les trois représentants de l'ADFI à Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Gérard Fodor de Toulouse est en notre compagnie avec Thierry Lamotte qui finit un doctorat à Toulouse en psychologie clinique sur les sectes. Nous avons également avec nous Martine Nicolas qui est la présidente de l'ADFI à Bordeaux et également Jean-François Autant qui est le président de l'ADFI à Montpellier. Avant de repasser la parole à Martine Nicolas pour parler de la nouvelle Acropole, Gérard Fodor, une précision concernant la kinésiologie. Oui, je voudrais rappeler que quand même le Parlement a été interpellé à 3 fois sur la kinésiologie. Le ministère de la Santé en particulier, et les 3 réponses sont très claires, dans le sens où la kinésiologie n'est pas une science reconnue par la médecine et reste une pratique qui n'engage que les personnes qui prétendent corriger, guérir. Voilà, que ce soit clair. Très bien. Martine Nicolas, lors de la préparation à cette émission ensemble, vous m'avez dit que vous aviez recueilli le témoignage de quelqu'un qui a failli être embarqué dans une drôle d'histoire. Ça concerne l'humanitaire. Oui, il y a 1 an exactement, il y a un monsieur est venu à notre permanence. Il appartenait à une association humanitaire dont le but était de partir immédiatement sur les lieux où se produisent des catastrophes naturelles. Par exemple, cette association était partie en Algérie lors du tremblement de terre. Et quelqu'un un jour lui a dit « Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair sur cette association. » Ce monsieur est venu nous voir, mais absolument pas pour confirmer le doute, parce qu'il n'en avait aucun, mais pour l'infirmer. Il est arrivé, il nous a raconté son histoire. Au début, on n'a pas trop compris, on a dit non, on ne connaît pas. Et puis après quelques investigations, nous avons découvert que les cadres de cette association étaient des membres de la nouvelle Acropole. Ce dont nous avons informé ce monsieur, qui, après avoir bien réfléchi, a décidé de communiquer ces informations aux autres membres de son groupe. Ils étaient 11 en tout. Et puis ils ont ensuite envoyé une lettre de démission à cette association en expliquant que leur engagement humanitaire leur semblait incompatible avec les fondements de la nouvelle Acropole. Voilà. Et je dirais que dans cette affaire, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le plus important, c'est qu'ils ont été très blessés par cette affaire. Ils étaient enthousiastes, les entraînements, parce qu'ils étaient entraînés pour partir, c'est quand même des conditions très difficiles. Bien sûr, j'imagine. L'équipe était soudée et il n'y avait pas de prosélytisme au sein de cette association. Il est vraiment tombé de haut quand on lui a dit nouvelle Acropole et qu'on lui a montré quelques théorie de la nouvelle Acropole. Et donc, ils ont été tous absolument catastrophés. Et c'est bien que ce monsieur, 1 an après, ne veut pas encore s'engager dans autre chose. Il n'a pas envie. Il a l'impression d'avoir été trahi. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quand même une vitrine très respectable. Et je crois bien que la scientologie
maintenant a aussi une association humanitaire qu'on voit régulièrement sur les lieux de catastrophes naturelles. On l'a vu, je crois. Thierry Lamotte, vous allez peut-être le confirmer sur le tsunami qui s'est passé. On l'a vu sur le tsunami et on les a déjà vus en 2001. Alors j'interromps juste 2 secondes votre conversation parce que ça montre un petit peu les méthodes. En 2001, quand il y a eu la catastrophe du 11 septembre, sur Fox News, il y a eu ils étaient sur place. Là, ils étaient sur place, c'était juste à côté de chez eux. Et sur Fox News, ils ont immédiatement fait passer un numéro de téléphone avec écrit, en relation avec cette catastrophe, appelez immédiatement assistance mentale nationale. Bon, je traduis en français, assistance mentale nationale, sachant que il y a une association qui s'appelle l'association nationale pour la santé mentale. Ça, c'est une ONG américaine. Et eux, ils se sont glissés, ils ont joué de l'équivoque sur les mots, donc assistance mentale nationale, et ils ont reçu des coups de fil. Ça a duré quelques heures. On a vu un moment le président Bush et sa femme qui priaient avec en dessous appeler assistance mentale nationale immédiatement. Excellent. Pour la vérité. Alors composer le 0800 pour la vérité, un truc de fou. Et après ils ont nié, bien sûr, mais non, mais c'est pas nous qui avons nommé ça comme ça, c'est Fox News qui nous ont appelé assistance mentale nationale. Nous on n'a jamais dit ça, c'est pas vrai. Il y a un mail qu'on a retrouvé où ils proposent leur service, quoi. D'accord. Le 21 septembre 2001, avec AZF, Ampalo a été envahi de tracts scientologues qui faisaient le rapprochement avec le 11 septembre, puisqu'il y avait marqué New York, Toulouse, et si vous êtes traumatisé, tout ça, téléphonez à tel numéro de téléphone. Évidemment. Martine Nicolas, ce que vous nous dites nous inquiète beaucoup, parce que est-ce que cette association humanitaire existe toujours? Alors, jeudi soir, cette association était toujours inscrite sur une liste au ministère des Affaires étrangères. J'ai regardé sur Google et voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est bien marqué, donc c'est le site officiel du ministère des Affaires étrangères, liste non officielle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais cette association est là au même titre que Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc. Et on ne peut pas donner le nom à l'antenne de cette association, j'imagine. Je ne sais pas. Ouais. Bon. Gérard Fodor, non. Gérard Fodor dit non. Bon, alors, non, au contraire. Rapid France. Voilà. Il s'agit de Rapid France. Rapid France. Voilà. Rapid France. Et qui apparemment, actuellement, ne part plus quand même, puisque l'équipe a été décapitée, puisqu'il n'y a plus personne. Et apparemment, il n'aurait pas repris. Bon, très bien, c'est au moins très bien. Ça, c'est une information. Je me tourne vers vous, Jean-François Autant, à Montpellier. Lorsque nous avons préparé ensemble cette émission, vous m'avez dit, écoutez, vous tombez bien, puisque il va y avoir un centre de Dianétique, c'est-à-dire l'église de la Scientologie, qui, je le rappelle, donc a été classé comme mouvement sectaire par les différents rapports parlementaires, ouvre un centre à Montpellier, c'est ça ? Oui, c'est en très grande partie ce que je vous ai dit, à savoir que fin mai, nous avons su que c'était déclaré en préfecture de Montpellier la mission montpelliéraine de l'église de Scientologie. Jusqu'alors, nous avions été, je dirais, épargnés par l'église de Scientologie en tant que présence physique. La DSI de Montpellier a 30 ans d'existence. Et aussi loin que l'on puisse remonter dans la mémoire des plus anciens, l'église de Scientologie a toujours fait des tentatives sur la place de Montpellier, notamment à travers des conférences données dans les hôtels sur la Dianétique. Mais jusqu'ici, nous n'avions pas de présence physique et géographique de l'église de Scientologie. Bon, c'est chose faite, puisque a priori les adeptes de la Scientologie ne se contenteront plus d'aller soit sur Marseille, soit sur Toulouse, soit sur Saint-Étienne, puisque c'est a priori sur ces centres-là qu'ils se dispatchaient, mais ils vont avoir leur propre pied-à-terre avec leur propre centre de Dianétique, puisque une mission montpelliéraine de l'église de Scientologie qui n'ouvrirait pas d'ici très peu de temps un centre de Dianétique, cela m'étonnerait. Donc je pense que d'ici très peu de temps, nous allons avoir le centre de Dianétique montpelliérain, bien sûr. Oui, triste privilège. Mais dites-moi, les uns et les autres, je vais vous poser la question, et chacun vous y répondrait à tour de rôle. Je commence avec vous, Gérard Fodor, vous êtes en studio avec nous. Vous prenez quand même quelques risques en travaillant à la DFI face à des groupes sectaires qui parfois ne reculent pas devant grand-chose. Vous me faites peur, là. Non, je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Non, je pense, dans les années 90, je pense que le risque était réel, parce que les sectes se croyaient encore tout permis. Oui. Et effectivement, il y a eu des pressions qui ont été exercées, en particulier par la Scientologie. Différentes pressions, énormes, notamment, on se rappelle. Mais il faut reconnaître que je pense que tout le monde a bien, en général, bien résisté. Il y a quelques-uns qui
cédé aux pressions. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu protégé par ne serait-ce que les rapports parlementaires. Il y a une certaine les pouvoirs publics ont reconnu ce fait. Donc ceci nous protège bien dans la mesure où on reste quand même dans le cadre de la loi. Il faut qu'on veille effectivement à ne pas déraper. Parfois ça peut nous échapper. Mais personnellement, je me sens pas menacé physiquement, si c'est ça que vous voulez dire. Oui, non, c'est la question que je vous posais. Alors il y a peut-être quelques groupes, j'allais dire les groupes très extrémistes, on n'a pas parlé du satanisme et des lucifériens, qui sont un peu particuliers, où là on pourrait avoir quelques interrogations. Martine Nicolas, même question pour vous. Non, alors moi je vais vous dire, je n'ai absolument pas peur, jamais. Et dans la mesure où il ne faut pas oublier que nous n'allons pas chercher les adeptes des groupes, de tous ces groupes, dans les groupes, c'est eux qui viennent nous voir. Oui. C'est très important de dire ça. À la limite, nous, les croyances des uns, des autres, c'est leur problème. Oui, tout à fait. Voilà, nous aidons les gens qui veulent en sortir, donc on ne peut rien nous reprocher. Donc non, moi alors là, jamais. Bon, jamais. Jean-François Autant. Moi, ce que je dirais assez rapidement, si vous voulez, c'est que en fait, notre mission première, elle n'est pas de lutter contre les sectes. Notre mission première, elle est de prendre en charge la défense des victimes, c'est-à-dire ceux qui se déclarent comme tels et qui ont effectivement un préjudice, qui ont subi un préjudice vis-à-vis de ces mouvements sectaires. Alors, ce que nous disons, c'est la parole des victimes. C'est en cela que nous avons pu totaliser un grand nombre de témoignages sur tous les mouvements sectaires possibles et imaginables présents en France, sur notre territoire. Et en fait, nous ne sommes que, sur le plan de la parole, que le relais de ces victimes. Alors, ce que nous disons, c'est effectivement ce que ces personnes ont vécu à l'intérieur du mouvement sectaire. Je ne vois pas pourquoi nous aurions peur. Ceci dit, si nous avions peur, qu'est-ce que cela donnerait de plus? Non, je crois que c'est un engagement aussi personnel de personnes qui, au sein des ADFI, sont des bénévoles, ne l'oublions pas, et qui ont un engagement citoyen aussi profond, puisque c'est aussi la défense des valeurs de la République que nous défendons, puisque tout le monde l'a dit, je crois que ça a bien été perçu par les auditeurs, très certainement, on est bien là en face de microstructures, de toutes très grosses structures, comme la scientologie par exemple, mais elle n'est pas la seule, qui sont des sens totalitaires. Et au-delà, avec, si vous voulez, le danger pour les adeptes et les victimes, il y a aussi le danger pour nos démocraties et pour la République en général. Donc ça, je crois que c'est un engagement citoyen que tout le monde pourrait avoir à partir du moment où il a à s'intéresser du problème sectaire. Voilà. Oui, tout à fait. Thierry Lamotte, une question quand même sur l'église de Scientologie que vient de citer Jean-François Autant, avec à sa tête Tom Cruise en porte-drapeau. On a assisté quand même de manière tout à fait hallucinante lors de sa venue en France pour la sortie d'un de ses films. Il a été reçu quand même par le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est proprement scandaleux, si je puis me permettre. Je pense que c'est une défaillance de l'environnement du ministre en question. Il a tout les RG, la DST à sa disposition. Non, mais c'est très étonnant. Les rapports, il les a épais comme ça sur le bureau. A priori, ne l'assume plus, disons, puisqu'il évite d'aborder le sujet. Sachant qu'en plus, il y a un précédent assez surprenant au niveau du ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a quelques années, ils avaient un logiciel, Panda, je crois, qui était issu d'une société filiale de la Scientologie. Donc ça a été réparé quand ils ont su que ça venait de là. Donc, mais après, ce mode opératoire de la Scientologie qui consiste à faire de l'entrisme, du lobbyisme, de se rapprocher des politiques, etc. Tout ça, c'est en cohérence avec leur politique depuis Ron Hubbard. Ça fait partie de ces règles, de ces règlements, de ces directives. Après que certains ministres se fassent avoir, notamment après il est parti à Marseille, il me semble. Oui. Il avait été inauguré un centre en Espagne, je crois. Il est parti inaugurer. Alors justement, ce centre-là, parce que c'est la période où Tom Cruise sautait sur les canapés dans les émissions américaines, où Tom Cruise était très surprenant à chaque fois qu'il faisait la tournée pour ses films. Il parlait essentiellement de Scientologie. C'est la période a priori où il a atteint son fameux grade de OT8. C'est un très grand initié. Et je pense que tout ça, il a fait un petit peu déconnecter pendant un moment où il a fait un peu n'importe quoi. Et a priori, ça lui a coûté, c'est des choses que j'ai lues un petit peu à droite à gauche, ça lui aurait peut-être coûté, vous me demandiez tout à l'heure combien ça coûtait. En gros, ça lui a peut-être coûté le centre de Madrid. Je crois que c'est à Madrid le centre de Scientologie. Il l'aurait financé, quoi. S'il aurait financé ça, voilà. Sa formation aura coûté quelque chose comme ça. Quelque chose dans
dans ce coup-là. Voilà. Donc vous savez maintenant que si vous allez voir les films où Tom Cruise est à l'affiche, vous participez également à envoyer de l'argent. Je dis pas de bêtises là, Thierry Lamotte, puisque c'est son cachet, puisqu'il doit toucher un pourcentage sur le film. Il y a un gros pourcentage qui parle à Scientologie. Donc on finance quelque part. En allant voir ces films, on finance un petit peu ça. Y compris John Travolta. Ah mais John Travolta d'ailleurs il y a quelques années il a sorti un film tiré d'un des romans de Ron Hubbard, exact. De Ron Hubbard qui était un bide total. Qui était un bide total, oui. Comme le plus mauvais film du siècle. Il a reçu quelques et je pense que c'est mérité. Dans ce cas-là encore une fois, c'est intégralement sous la coupe c'est orienté par la scientologie, il y a une grosse partie qui repart dans les poches de la scientologie. Évidemment. Une petite pause très courte et nous allons écouter le témoignage d'une dame qui a appartenu à un secte il y a fort longtemps, qui s'en est sorti et qui va nous raconter comment ça s'est passé. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Myriam, vous êtes avec nous ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre appel. Je ne sais pas si on peut dire la région de laquelle vous appelez, si cela vous ne dérange pas trop. De l'Aveyron. D'accord, très bien. Alors, racontez-nous un petit peu votre expérience qui date d'il y a fort longtemps, vous, hein ? Il y a 20 ans. Oui. Et racontez-nous votre expérience. Vous avez appartenu à quel type de groupe ? C'était un groupe pseudo-religieux. Oui. De type parousiaque, vous savez, la parousie, les catastrophes, l'élite du monde qui va sauver les autres, un peu du genre témoin de Jéhovah, mais pas tout à fait pareil quand même. Oui. C'était en fait des laïcs qui s'occupaient de ça. C'est tout à fait le genre qui a été décrit tout à l'heure là. Oui. Mm-hmm. Alors, c'était en 81 quand je me suis fait prendre là-dedans, mais j'étais pas seule, j'étais avec toute ma famille sauf ma mère. D'accord. C'était pas peu de choses. Oui. C'était un bonhomme qui faisait des rosaires dans les paroisses. Oui. Et c'est comme ça qu'il nous a attrapés, parce que moi je venais de me convertir. J'étais loin de savoir que des bonnes gens comme ça pouvaient mentir à ce point. Et il disait qu'il était avec l'église, avec les évêques, qu'il avait l'autorisation de ci, de là. Et puis en fait, c'était pas vrai du tout. Il nous a invités à Puylaurens, puisque c'était à Puylaurens le siège. Oui. Ça existe toujours d'ailleurs. Et ce groupe existe toujours, vous voulez dire ? La dame, la femme du gourou, elle existe encore et elle fait marcher ça à sa manière à elle, quoi. Mais c'est un truc à pognon, ça sont tous les sectes. Je sais bien qu'il y en a qui sont peut-être pas pour l'argent, mais dans le fond c'est toujours pareil, c'est le pognon. Et alors, quand vous avez été contacté et que vous êtes entré au sein de ce groupe, ça s'est passé comment ? On vous a demandé de l'argent tout de suite ? Comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr, ils ont demandé de l'argent. Oui. Oui, bien sûr. Quand ils sont venus, d'abord, moi je suis originaire du Nord. Oui. Alors ils sont venus chez nous, et puis ils se sont fait inviter, on les a invités à manger, etc. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Vous êtes une bonne famille, etc. Je vous invite chez moi, et puis on est descendu. Ma mère elle a absolument voulu marcher dedans, parce qu'elle trouvait que c'était beau ce qu'ils faisaient, l'apostolat, etc. Enfin, tout le truc religieux, quoi. Et puis quand on est descendu là, on s'est retrouvés à être soi-disant appelés par la Sainte Vierge, grand honneur, parce que la Sainte Vierge, on était des élus, etc. Enfin, tout gros truc, quoi. Oui. Un truc gros comme la maison. Oui, mais gros que vous y avez marché. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais le mécanisme de ce groupe, c'est vous étiez des élus, donc voilà. Voilà, c'est toujours quand on voit les sectes. Maintenant, moi, quand je mets en garde les gens, je dis regardez, on regarde et on voit, c'est nous les élus. Oui. Voilà, c'est nous les meilleurs. Enfin, c'est nous qui sauverons le monde. Le petit groupuscule le meilleur, quoi. Voilà, l'élitisme. C'est ça. L'élitisme, voilà. Et alors, quand vous êtes dedans, après pour en sortir, c'est presque impossible. C'est-à-dire que vous êtes complètement coupé de la réalité, en fait. Ah, mais oui, de toute façon, moi, on pouvait même pas écrire à ma mère qui était restée là-haut dans le Nord, parce qu'elle avait bien vu que c'était une secte, elle a refusé de descendre. Ouais. Elle a essayé de nous faire remonter, mais c'était impossible. D'abord, tout le courrier, quand on l'envoyait, ça passait au destructeur, c'était impossible. D'accord. Bon, à l'époque, il y avait une circulaire qui passait pour les gens de l'extérieur, et puis bien sûr, le petit noyau, et puis ça marchait avec des dialogues de la Sainte Vierge, tout quanti. Et j'ai fait partie du routage, moi, je me suis mise en routage, et je pouvais correspondre avec ma mère parce que j'écrivais des petits mots sur les circulaires. Oui. Et j'encartais ça dans l'enveloppe, mais personne ne l'a vu. Moi, j'en ai jamais parlé à personne. Et j'ai agi comme ça pendant 4 ans. Sinon, ma mère, elle avait aucune correspondance avec
fois pour nous voir, mais à chaque fois, elle avait droit à tout le groupe qui était là. Nous, on pouvait pas voir maman tout seul. Et quand on sortait, on allait soi-disant dans les familles, mais on était 8. Ouais. On n'a jamais pu sortir tout seul. Moi, une fois, j'ai voulu sortir toute seule dans Puy-Laurent, mais je me suis fait remise en ordre. Et ma plus jeune sœur, elle a essayé de s'échapper, elle a été rattrapée et retrouvée en psychiatrie. Ah oui, donc... Ah oui, elle a été mise en psychiatrie à Limoux. Et comment avez-vous réussi à vous extirper de ce piège? Ah, mon pauvre monsieur. D'abord, ils ont essayé de faire des enlèvements avec antenne d'ailleurs, ça a réussi avec une fille. Oui. Et puis, maman, elle a dit, non, moi, je les aurai par la prière. Et puis, elle a beaucoup prié, maman, ça, c'est sûr. Et elle a même vu le cardinal Lustiger. Elle a fait prier le cardinal Lustiger, la pauvre. Et elle leur a dit, ils sont dans une secte. Et moi, je sais pas comment faire pour les retirer de là. Et en fait, le bonhomme est mort, le gourou. Il est mort. Oui. Et quand il est mort, tout le monde a cru qu'il était pas mort, qu'il allait ressusciter. Enfin, tout gros truc, quoi. À l'époque, on avait l'habit sous le dos. Et puis, je sais que, la fille aînée du gourou, quoi. Et elle est mariée à mon plus jeune frère, d'ailleurs. Et avec elle, j'ai dit, écoute, maintenant, il faut réunir tout le monde et puis dire que c'était une vaste blague, c'était une supercherie, que c'était vraiment une secte, quoi. Et si on veut faire quelque chose de propre, qu'on le fasse dans l'église. Et là, tout le monde s'est rétamé par terre, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Oui. Mais avant de partir, ils ont tous cru que s'ils passaient le mur de l'enceinte, ils étaient damnés, quoi. Et oui. Mais vous savez, c'est vraiment horrible. Hein. Moi, j'ai vu que c'était une secte au bout de 1 mois, quoi. Parce que je voyais qu'il y avait plein de choses qui ne tenaient pas debout. Mais après, on m'a un petit peu écarté tout ça. Et puis, quand il y avait des réunions de famille, j'étais pas dedans, etc. Parce que, il y avait une petite méfiance, quoi, si vous voulez. Mais vous étiez réellement emprisonné, donc vraiment pas libre de vos mouvements. Oui, mais bien sûr. Mais sans argent, sans rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. C'est impossible. Vous pouvez pas, vous êtes vraiment coupé. Alors mon père, il envoyait de l'argent à ma mère, mais mon père, il gagnait rien du tout, on n'avait aucun pognon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire sans argent? Et on n'allait même pas voter. Ouais. Les droits civils, on ne le faisait même pas, vous vous rendez compte? Une fois, on a eu une intoxication alimentaire, mais on aurait dû être tous hospitalisés, mais personne n'a été hospitalisé. Et pour cause. Si on avait été hospitalisé, on aurait parlé. Oui. Moi, j'ai dû avoir des soins plusieurs fois, mais à chaque fois, j'étais accompagnée par la soi-disant supérieure du bazar. Et puis, il aurait fait chaud si j'avais dit. Une fois, on est allé chez des religieuses, et j'ai voulu voir la supérieure toute seule pour lui dire que j'étais dans une secte. Mais ça a été impossible. Ça a été strictement impossible. J'ai pas pu y aller toute seule. On était toujours encadrés par 3 ou 4. Hein. Mais comment avez-vous réussi, parce que après ce gourou est mort, donc ça s'est effondré, ensuite pour vous reconstruire, où certaines personnes ont dû avoir du mal psychologiquement à s'en sortir. Oui, mais ça a été une hécatombe pour beaucoup. Hein. Il y en a plein qui ont perdu carrément la foi, ceux qui avaient vraiment un petit peu de foi, mais c'était terminé, ils n'avaient plus la foi du tout, c'était même plus la peine de parler de tout ça. Ouais. Et il y en a qui vraiment ont été détruits psychologiquement. Quant à moi, je peux vous dire qu'aussitôt que je sens qu'il y a une main mise sur moi, là, moi, je marche plus dedans parce que je suis marquée par ça. Je me dis non, je veux pas me faire avoir comme ça. Oui. Là, je vous le dis franchement, je suis religieuse, puisque je suis rentrée dans un couvent. Oui. Mais ma supérieure le sait, hein, aussitôt qu'on commence à faire la petite pression, à mesurer le courrier, etc. Moi, c'est toujours la secte qui me revient. Et je dis non, je suis libre avec ma famille. Bien sûr. Alors, gare. Mais non, mais après, on est déformé, vous voyez, on est méfiant, j'allais dire, méfiant. C'est une expérience qui traumatise beaucoup. Ça marque, hein. Oui. Ça marque profondément. Oui. Moi, ça me fait sortir toutes les griffes dehors, là. J'écoute votre émission parce qu'on m'a donné un petit poste, et puis juste j'ouvre, j'entends que ça parle de secte. Alors là, moi, je donne mon témoignage. Alors là, c'est trop fort. J'ai pas de radio, c'est seulement ce soir qu'on m'a donné une petite radio. Là, c'est un copain qui est venu me voir au parloir et qui m'a passé une radio. Oui. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai un portable incidemment, parce qu'à un moment, je devrais pas en avoir. Oui. Mais alors là, j'ai tous les éléments pour témoigner, et croyez-moi que je m'en délecte de pouvoir témoigner de ça. Hein. Eh bien, écoutez, vous remercierez la personne qui vous a donné ce poste de radio. Il a bien fait. Oui, drôlement. Et chapeau pour votre émission. Merci beaucoup, Myriam. Et je vous assure que
avec toute la puissance de prière que je peux avoir, eh ben, je soutiens tous les gens qui veulent essayer de sortir d'une secte ou essayer d'aider ceux qui sont dans les sectes. Ouais, Et croyez-moi que c'est pas une petite affaire. Il y a le dosulé aussi. Je sais pas si les gens là ils vous en parleront. Oui, le dosulé, on va en parler. Oui, tout à fait. Oh ben alors là, c'est une ordure. Hein. Ouais. Le bonhomme qui se fait nourrir par au lait de la Sainte Vierge, c'est complètement. Mais écoutez, ils font des trucs tellement gros que je me dis, mais comment ça se fait qu'on peut tomber dedans comme ça? Mais vous voyez, ils vont par la faiblesse. Ils prennent la faiblesse des gens. Voilà. Moi, je venais de m'être convertie et il y a plein de choses que je comprenais pas et je voulais rentrer chez Mère Teresa. Et la force de ce bonhomme-là, il m'a invité dans son bureau, il m'a dit, la Sainte Vierge sait que vous vouliez rentrer chez Mère Teresa. J'en avais parlé à personne. Personne ne le savait. Oui. Comment il l'a su? Une force de persuasion, il l'a deviné. Ben oui. Juste la logique. Ben oui, mais je sais pas. Je sais pas. Là, pour moi, ça a toujours été un mystère. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais ça doit être vrai. Et c'est pas possible. Et voilà. Puis après, en réfléchissant, j'ai dit, mais quand j'ai vu comment ça tournait cette boutique, j'ai dit, mais je suis vraiment tombé dans une secte. Du reste, je me fichais toujours de lui. Et bon, ben voilà, quoi. J'étais un peu écarté du bazar, quoi. Mais en somme, il était toujours très gentil avec moi. Parce qu'il se disait, celle-là, va faire attention, quoi. Merci beaucoup Myriam pour ce témoignage. Myriam donc qui nous appelait de l'Aveyron. Gérard Fodor, je pourrais dire que ce témoignage est excellent et on a parlé des masques au cours de cette émission et là on a un témoignage où le masque religieux est manifeste. Oui. Hein, c'est le masque religieux, on lui a fait croire que et on l'a attrapé par ses convictions, mais on trouve tous les ingrédients, l'isolement, la privation de liberté, de soins, enfin tous les ingrédients sont là. Ouais. Ça s'est passé en 81, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'information et la prévention, ce genre de situation, j'allais dire, on pourrait les gérer d'une façon plus efficace. Mais on entend encore parler, notamment il y a encore un an, je crois, un groupuscule sectaire qui vivait en totale autarcie, où on a retrouvé des enfants qui étaient en malnutrition, ça existe, etc. Ça existe encore, malheureusement. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça existe encore. Ça existe encore, oui. Martine Nicolas, je me tourne vers vous. Je suppose que je vous pose la question à vous, mais j'aurais aussi bien pu la poser à Jean-François Autant ou à Gérard Fodor. Vous avez des anciens adeptes qui viennent vous voir pour essayer de se reconstruire? Oui. Alors justement, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de cette dame, c'est que la sortie est toujours difficile. Parce que ce sont des gens qui se retrouvent seuls, puisque souvent ils ont coupé tout lien avec la famille, etc. Dans le milieu professionnel, parfois ils n'ont plus rien non plus. Et ce que je dirais, c'est que cette dame, elle a trouvé sa solution dans la foi. Hein, donc elle s'est reconstruite comme ça. Mais souvent, on se rend compte que les personnes qui sortent d'une secte peuvent retomber dans une autre, si elles n'ont pas quelque chose à quoi se raccrocher. Voilà. Et ça, c'est très difficile. Il faut, souvent, nous les orientons vers des psychologues, mais parfois, c'est pas toujours suffisant. C'est pas toujours suffisant. Et on se rend compte aussi que parfois les gens ont participé à différents groupes. Voilà, ils ont sauté d'un groupe dans l'autre, en cherchant quelque chose toujours. Mais moi, je pense aussi aux témoins de Jéhovah. Je dirais que le témoignage de cette dame, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, les témoins de Jéhovah, on en a souvent qui viennent nous voir quand ils sont sortis de la secte. Et ça, ce sont des gens torturés, je dirais, les témoins de Jéhovah. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous sortez d'un endroit où on vous dit que vous êtes les meilleurs et vous tombez dans un monde où on vous dit que c'est l'enfer. Et que le jour où le monde va se terminer, vous irez cuire dans les flammes de l'enfer. Et les gens sont encore terrorisés. Oui. On a des gens qui viennent nous voir, mais qui sont terrorisés, qui nous disent on a peur, c'est difficile. C'est difficile. Et je trouve que cette dame, son témoignage était vraiment intéressant pour ça, parce qu'elle a réussi. Donc il faut toujours garder l'espoir, je dirais. Ce soir, il faut se tourner vers sa famille, vers des proches, vers la foi pour cette dame. Voilà. Enfin, vous savez, quand les gens nous appellent pour un membre de leur famille, c'est toujours la première des choses qu'on leur dit, ne jamais fermer la porte. Et même si les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête de leur conjoint, ou etc., on dit toujours, surtout, la porte, vous lui dites que la porte est toujours ouverte. Et que quoi qu'il fasse, il peut toujours revenir, nuit et jour. Ça, c'est essentiel. Essentiel. Oui. Essentiel. Et puis parfois,
arrêter de discuter, de poser des questions, parce que les gens sentent bien quand on n'est pas d'accord avec eux. Et il arrive souvent que les gens qui rentrent dans ces groupes, un beau jour se ferment à force d'entendre le conjoint ou la famille dire « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est pas sérieux, c'est une secte et tout ». C'est difficile pour l'entourage, très difficile. Mais il faut, quoi que cela coûte, vous dites, maintenir le lien, tout le temps. Oui, parce que imaginez, vous sortez d'un groupe et vous n'avez plus personne. Vous savez que vous ne pouvez même plus frapper à la porte des parents. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc au moins, si vous avez ce recours, bon. Vous avez une chance de vous en sortir. Oui. Je me tourne vers Jean-François Autant, qui est avec nous, donc président de l'ADFI à Montpellier. Jean-François Autant, un SMS vient d'arriver, je vous pose la question à vous. C'est un auditeur toulousain qui a 17 ans, donc un jeune homme qui nous envoie ce SMS et qui nous dit « J'aimerais savoir ce qu'est la fraternité blanche universelle ». Jean-François Autant, que pouvez-vous lui répondre ? La fraternité blanche universelle est donc bel et bien un mouvement sectaire, très connu, qui est listé d'ailleurs dans le rapport parlementaire de 95. Et c'est un mouvement sectaire dont les enseignements sont basés sur les écrits de Ivanov. Oui. Voilà, donc c'est effectivement un mouvement coercitif et très dangereux. Je conseille à ce jeune homme, si toutefois sa question vient après qu'il fut contacté par la fraternité blanche universelle qui a pignon sur rue dans toutes les grandes villes de France, y compris à Montpellier et à Toulouse aussi, de s'en éloigner au plus vite et surtout de ne pas chercher à savoir ce qu'ils ont à lui dire. Oui. Vous lui recommandez vraiment ça, de tourner les talons et de partir au plus vite? Tout à fait. Parce que la manipulation, s'il est averti maintenant par le fait que je lui donne réponse à sa question, peut-être aurait-il une méfiance aiguisée, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si tel n'avait pas été le cas, de toute façon, il aurait été manipulé, et la manipulation n'est valable que, bien évidemment, si elle est faite à l'insu de celui qui est soumis. Bien sûr. Et auquel cas, il aurait risqué gros à mettre le doigt dans cet engrenage, au risque d'être happé par la fraternité blanche universelle. Donc, la problématique, si vous voulez, c'est que ce n'est pas contractualisé l'entrée en secte. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire d'entrée ce que vous allez y faire, vers quoi on va vous amener, etc., qui on est tel groupe, on va vous proposer d'aller rechercher au fond de vous-même les capacités que vous ignorez, etc. On va vous apprendre à connaître les fondements de l'humanité, la création de l'humanité, etc., etc. Tout ceci n'est pas forcément contractualisé au départ, si vous voulez. L'intérêt que suscite la secte, c'est un intérêt qui se développe au fur et à mesure de la manipulation, qui s'effectue, pas pour caricaturer, mais pour faire un petit peu plus court, si vous voulez, qui s'effectue selon un système de cliquet qui empêche le retour en arrière. Oui, tout à fait. L'adepte, ça je crois que c'est très important d'insister là-dessus, on est réellement un adepte dans un mouvement sectaire dès lors que l'on s'interdit à soi-même d'avoir une certaine forme de pensée qui pourrait mettre le doute dans les enseignements que l'on reçoit. De deux côtés, d'abord parce que on se mettrait, si vous voulez, en vis-à-vis par rapport aux enseignements et aux gourous, et d'autre part parce que les apprentissages auxquels on est soumis à l'intérieur de la secte sont des apprentissages communs. Et dès lors que l'un des adeptes devient quelqu'un qui doute, on lui fait comprendre qu'il met en péril l'élévation spirituelle de tout le groupe, d'où le déclenchement de la culpabilité, etc., etc. Donc, je crois que la curiosité qui consisterait à aller voir quand même ce qui s'y passe, ça serait quand même un coup de poker. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. D'accord. Fraternité blanche universelle. Je la connaissais pas, celle-là, vous voyez, monsieur Fodor. Elle est connue. Elle est répertoriée par nos services. Et dans l'Aveyron aussi, elle est connue. Tout à fait. D'accord, très bien. Il y a un autre SMS qui vient d'arriver qui pose la question, qu'est-ce que la Rose-Croix ? C'est à moi que vous posez la question ? Écoutez, allez-y, répondez. Il y a monsieur Fodor qui est là également. Monsieur Fodor, chacun son tour. Allons-y. Les Rose-Croix, il y a les Rose-Croix à Morques et les Rose-Croix d'Or, qui sont tous les deux. Alors, Jean-François, là, il faudrait me rafraîchir la mémoire parce que je pense que dans un des premiers rapports parlementaires n'a mentionné qu'un seul. Tout à fait. La Rose-Croix d'Or, je crois, c'est ça ? Les Rose-Croix d'Or, ou encore l'Historium Rosicrucianum. Et c'est dans le second rapport où les Rose-Croix à Morques sont apparus. D'accord. La mort est apparue dans le rapport Les sectes et l'argent. Donc c'est une secte très ésotérique.
dont les racines remontent assez loin dans l'histoire, ce qui leur permet peut-être d'avoir un certain enseignement, mais ça reste très assez dangereux. Les Rose-Croix d'Or sont assez développés en Ariège. D'accord. Où ils ont acheté un grand terrain du côté de Dussat-les-Bains, je crois. Ils veulent faire un centre important parce qu'il y aurait des puissances magnétiques un peu particulières dans le coin. D'accord. Donc la Rose-Croix d'Or, méfiance, hein. Rose-Croix d'Or, il y a Rose-Croix à Morque aussi. D'accord. Mais dites-moi, les uns et les autres, parce que il y a, j'imagine, des groupes qui sont sincères dans leur démarche, qui sont pas gouroutisés, on va dire. Où est la frontière? Parce que ça a l'air d'être très sensible. Là, je me tourne vers le futur docteur Thierry Lamotte. Je serais tenté, moi, de me tourner vers Gérard Fodor. Non, je pense que les groupes dont on parle depuis le début de l'émission, les groupes dits coercitifs, les groupes dits, on s'intéresse généralement aux sectes qu'on dit totalitaires. Ça mériterait d'être un petit peu précisé, mais ce serait un peu compliqué, donc on n'a pas le temps de le faire ce soir. Non. Mais ces groupes-là, généralement, ne sont pas, ils sont toujours sous la coupe d'une idéologie, d'une doctrine, et il y a pas. Alors après, au niveau des, comme disait Jean-Pierre. Oui, mais doctrine, idéologie, je veux dire. Mais les adeptes sont sincères. L'Église catholique, c'est une doctrine, c'est une idéologie. Il y a un pape, il y a toute une hiérarchie. Donc, vous voyez, c'est la limite secte, pas secte, c'est la structure de l'organisation et du discours, pas les thèmes abordés. Les thèmes abordés, de toute façon, on l'a cité, on ne s'y penche pas. Ça ne se produit. Par contre, la structure du groupe, en l'occurrence, la façon, la fonction de la doctrine dans ce groupe-là et la mise à distance pour les adeptes, la liberté qu'ils ont par rapport à ce texte, est-ce qu'ils peuvent le réinterpréter, le redigérer d'une autre façon? Est-ce que c'est ouvert à ça? Non, généralement c'est univoque, la parole du gourou. Où est la limite? Ils sont enfermés dans une parole qui est close, pour Ron Hubbard, par exemple, il est mort en 86. Depuis 86, c'est un groupe qui est enfermé dans un système de signification qui est fini, qui est clos. On n'a pas le droit de rajouter une virgule à la parole d'Hubbard parce qu'elle est sacrée. Donc voilà, à partir du moment où on s'enferme à l'intérieur, on ne peut pas l'interpréter, c'est fini. Non, c'est une camisole logique. À partir du moment où on rentre dans cette logique-là, où la domestication a fonctionné et où chaque mot n'a plus qu'un sens, et bien à partir de là, on peut plus, de toute façon, on peut plus discuter avec quelqu'un qui n'est pas du groupe parce que les mots qu'on emploie n'ont plus la même définition qu'à l'extérieur. C'est une des techniques de propagande qui était employée sous les nazis, etc. Goebbels a théorisé ça. Donc ces techniques sont appliquées dans les sectes totalitaires et ça fonctionne très bien. Voilà. Ça coupe de tout moyen c'est plus dialectisable. On ne remet pas en question, on ne discute pas. Ils appellent ça la tech verbale chez les scientologues. Pas d'interprétation, lecture univoque et application à la lettre. Et on point barre. Point barre. Voilà. Et on retrouve ça chez les témoins de Jéhovah aussi. Enfin. Dans la parole parlée aussi. La parole parlée aussi. C'est quoi? Un mouvement évangélique, on peut l'appeler comme ça. Enfin. Oui, charismatique, évangélique, à tendance apocalyptique. On en parlait tout à l'heure avec la dame qui a témoigné. C'est la même chose. C'est des mouvements apocalyptiques, millénaristes. Ils sont pas tous faits de la même façon. Les témoins de Jéhovah et la parole parlée, en l'occurrence, c'est une lecture univoque du texte. Le texte n'a qu'un sens. La parole parlée, assez actif actuellement à Toulouse et dans certains campus universitaires, on peut dire. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, oui. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils c'est très contagieux. C'est l'actualité, ils sont contagieux et puis apparemment ils sont assez efficaces. On a eu un témoignage assez renversant. Ouais. Donc, juste pour ceux et celles qui nous écoutent là maintenant, qui sont peut-être étudiants ou qui ont leurs enfants qui sont au Mirail, en fac de sciences. En 2 mots, c'est quoi? Alors c'est un groupe évangélique qui se présente sous la forme alors il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de hiérarchie, c'est une nébuleuse de petits groupes qui se réunissent chez les uns et chez les autres et qui rassurent tout le monde. Leur site rassure d'emblée la personne qui le visite. Ce n'est pas une secte puisque nous ne lisons que la Bible, on ne fait que ça. Donc ils se réunissent en petits groupes chez les uns et chez les autres membres du groupe. Pas de temple, rien, mais malgré tout, il y a une lecture, comme on disait à l'instant, qui est univoque, qui est et dans ce cas-là, ils sont quand même enfermés à l'intérieur d'un discours qui ne prête pas à la pensée divergente et qui est un discours apocalyptique. Ce qu'ils attendent, c'est le temps de la fin des temps, qui devait arriver depuis 93 selon le oui, mais enfin, là, ils sont patients. Et la cible, c'est les jeunes, enfin, apparemment. La cible, après, c'est les jeunes, et ça marche. Bien.
Malheureusement, il ne nous reste plus que 2 petites minutes. Nous allons être obligés de conclure. Je vais donc remercier ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Martine, Nicolas, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Et si je peux juste dire une petite chose, allez-y. Développons le sens critique. Oh oui. Voilà. Oh oui. Sens critique. Surtout ça. Très surtout bien. ça. Merci beaucoup, Martine, Nicolas. Au revoir. Jean-François Autant, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir apporté vos lumières. Évidemment, je dis ça à vous, Jean-François Autant, mais c'est valable pour Martine Nicolas, pour Thierry Lamotte et pour Gérard Fodor. Cette antenne est la vôtre. Si jamais il y a quelque chose de grave qui se produit dans l'une ou l'autre des régions, vous êtes toujours les bienvenus dans les Aventuriers de l'étrange, bien entendu, sur Sud Radio. Nous nous ferons un plaisir de vous offrir un micro et un temps de parole. Merci Jean-François Autant. Hein. Merci bien. Au revoir. Gérard Fodor, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt, donc. Hein. On l'espère. L'invitation est toujours valable. Thierry Lamotte, merde pour la thèse. Oui, merci. Et à très bientôt. À bientôt. Alors, ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur les mouvements sectaires, comment contacter les différentes ADFI qui sont à Bordeaux, Montpellier, Toulouse et partout en France, il y a un site internet auquel vous pouvez vous référer, c'est UNADFI, 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 l'Union nationale des ADFI, voilà tout simplement, unadfi.org. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires, la documentation bien entendu, et tous les numéros des téléphones des différentes ADFI présentes dans toute la France. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Isiloriu Massarini, soutiene Regina Force. Merci à ceux et celles qui nous font tous les samedis et dimanches soirs l'amitié de nous écouter, de nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange. Rendez-vous bien entendu le week-end prochain. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander les résultats de l'expérience de télépathie, comme je vous l'ai dit hier. Il y a eu beaucoup de courriers à trier. Il faut qu'on finisse de mettre tout ça en place. Et promis juré, je me tourne vers mon collaborateur Pierre Massias. Week-end prochain, ça devrait être bon. Hein, week-end prochain, sinon je le frappe. Donc week-end prochain, ce sera bon. Vous aurez les résultats de cette expérience de télépathie qui sont très intéressants d'ailleurs comme résultats. Nous vous les donnerons donc promis, juré, le week-end prochain. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission. Merci à Aurélie qui a assuré le standard et à Pierre Massiès qui m'aide à construire régulièrement cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et rendez-vous samedi et dimanche prochain.